Chose promis, chose due, aujourd'hui je vais aller faire un tour du côté de Pendle et je vais donner mon avis sur tous les projets à base de stablecoin. C'était vraiment ce qui a fait exploser Pendle ces derniers mois, voire presque ces dernières années maintenant. Et il y a des dizaines de projets à base de stablecoin, il y en a qui ont même eu le temps de mourir depuis qu'ils ne sont plus listés sur Pendle, parce que ça tourne assez souvent. Généralement quand un stablecoin va arriver sur Pendle, ça va être pour 3-4 mois, peut-être un peu plus parfois. Là, je vois sous mes yeux qu'il y a le REUSDE qui mature d'ici 180 jours. C'est relativement rare maintenant pour les stablecoins sur Pendle. J'ai l'impression qu'ils partent plus sur 3 mois, voire 2 mois en ce moment. Et on va commencer par un projet que je ne connais pas du tout. Que je connais pas du tout. J'ai déjà ouvert tous les onglets, évidemment, j'ai déjà un petit peu préparé la vidéo, je me suis déjà un peu spoilé, mais avant d'ouvrir les onglets, je ne savais pas ce que c'était. Donc, on a le STHUSD. Le petit S me laisse penser que c'est une version stakée, et j'ai raison, c'est une version stakée. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a dans le collatéral? Alors ça a l'air d'être un petit projet, il y a assez peu de TVL, et dans le collatéral, dans l'onglet Transparency, je vois qu'il y a 335 000 $ de stablecoin, donc on a 87 000 $ du SDT, 35 000 $ du SDC, 213 000 $ de THUSD, et quand je clique sur le petit bouton à côté, ça me renvoie vers le smart contract du stablecoin du projet. Donc très curieux d'avoir ça dans le collatéral, je comprends pas trop pourquoi il y a ça dans l'onglet Transparency. On a aussi 150 000 $ de hedge funds, peu importe ce que ça veut dire, là on n'a pas trop d'informations, c'est juste des partenaires, 3 kilos d'or, pourquoi pas, et 200 000 $ de Sukuk et de T-bills. Donc les T-bills c'est les bons du trésor, et les Sukuk j'ai été voir un petit peu sur internet, je me suis instruit aujourd'hui, donc d'après Wikipédia, le Sukuk désigne dans le droit musulman un certificat d'investissement conforme à la charia, il est en quelque sorte l'équivalent dans le domaine de la finance islamique des obligations de la finance classique. Voilà, je sais pas pourquoi les musulmans ils ont besoin d'avoir leurs produits, ils ont leur viande, ils ont leurs produits d'investissement. Pourquoi pas? J'ai déjà vu des projets se lancer sur la narrative halal et compagnie, ça a jamais pris. J'ai même l'impression qu'il y avait beaucoup d'arnaques dans le lot. Je suis pas musulman, c'est pas ma culture, donc j'arrive pas à voir en quoi c'est particulier, en quoi c'est spécial, en quoi il en faut beaucoup dans la DeFi, mais bon. Voilà, Tarwa ils essayent de se lancer sur cette narrative, même si c'est pas l'entièreté du collatéral, c'est même une partie minime du collatéral. En tout cas, on voit pas ça tous les jours. Niveau staking, par contre, la promesse sur le papier actuellement, c'est 17% APY. Alors aucune idée de si c'est volatile ou quoi que ce soit. Je trouve qu'au niveau des informations qu'on peut avoir sur le protocole, c'est très 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 léger. Ça me donne clairement pas envie de farmer. J'ai pas du tout confiance dans le projet. Ensuite, on a le SAID. Au nom, on pourrait croire que c'est sur la même narrative que le protocole de dessus, mais non. AI c'est pour intelligence artificielle, et D c'est pour dollar, donc c'est du dollar, de l'intelligence artificielle, oulala. Alors déjà, sur l'onglet transparence, il y a un truc qui va pas. D'après l'onglet transparence, la quantité de AID en circulation est négative. C'est pas normal, la quantité devrait être à minima nul. Il devrait y avoir au moins 0 AID en circulation, pas moins 15 millions. Je pense qu'il y a juste un problème en fait dans la manière dont c'est comptabilisé. Déjà ça en dit long sur le sérieux du projet, mais je vois qu'il y a 27 millions de AID, donc le stablecoin du protocole, et il y en a 42 millions qui sont stakés. Ça c'est pas logique en fait, il devrait y avoir plus de AID normaux que de AID stakés, pour la simple et bonne raison que, en fait, les AID stakés, derrière, il devrait y avoir des AID normaux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est pas... Il y a quelque chose de bizarre, déjà, dans le collatéral. Mais bon, admettons que ce soit juste une erreur, qu'en réalité, il y ait, 70 millions à peu près de AID. C'est juste que c'est débile. Ils ont fait la distinction entre ceux qui sont stakés et ceux qui sont pas stakés. Mais ils ont oublié de comptabiliser que dans les pas stakés, il y a aussi ceux qui sont stakés. Enfin... Déjà c'est problématique à ce niveau-là, mais allez, je veux bien faire la gymnastique mentale, pas de problème. Maintenant, comment ils vont chercher du rendement? On a un rapport qui date a priori du 24 décembre 2025,
et ils vont chercher du rendement autour des GPU. Ça c'est pas étonnant, les GPU vous allez me dire c'est des cartes graphiques, c'est pas de l'intelligence artificielle, mais oui, mais qu'est-ce qu'on en fait des cartes graphiques? Eh ben on les fait tourner pour de l'intelligence artificielle, puisque c'est plus la mode de faire tourner des cartes graphiques pour sécuriser des blockchains. Voilà, depuis le staking d'Ethereum, c'est finito pipo. Maintenant, les cartes graphiques, ça sert à l'intelligence artificielle et aux gamers évidemment, hein, dédicace. Bon, si je descends un petit peu plus, on a plein d'autres informations complètement random qui ont pas l'air très intéressantes. À quoi on peut s'attendre sur le projet? C'est quoi le rendement du SAID? Alors, on est sur du 12%, ouais, c'est pas dégueu. Après, ils vont chercher du rendement sur de l'intelligence artificielle. Par contre, pourquoi ici, ils me disent que la quantité stakée, c'est 21 millions? Quand je vais dans l'onglet transparence, ils me parlent de 27 millions. Non, c'était pas 27, c'était 42. Pourquoi là ça me met 0? Pourquoi il y en a plus? Ils sont plus stakés d'un coup? Ah non, ok, ça vient d'apparaître, ça prend son temps à charger. Il y en a 42 millions de stakés ici. Quand je vais dans la page pour staker, il y en a 20 millions. Il y a plusieurs problèmes en fait. Je pense que j'ai même pas besoin de m'attarder dessus. La promesse sur le papier, c'est on a un stablecoin qui va chercher du rendement avec de l'intelligence artificielle. De ce que j'avais vu aussi, parce que je suivais le protocole et j'en ai parlé dans les vidéos d'actu, il me semble que depuis qu'ils ont fait leur migration, ils ont fait une nouvelle version en fait de leur protocole avec un rebranding et compagnie. Avant c'était en alpha, maintenant ça y est, c'est lancé, c'est officiel. Il me semble que le AID tout court, leur stablecoin intelligence artificielle, il est backé par des bons du trésor, et c'est les surplus, c'est juste les quantités qui sont stakées qui vont être investis sur des GPU, de l'intelligence artificielle et compagnie. Déjà sur le site, c'est difficile de trouver correctement les informations, je trouve. Alors vous allez me dire, ouais, mais tu prends pas le temps, blablabla. Vous allez voir qu'il y a d'autres projets sur d'autres narratives, c'est beaucoup plus instinctif. Le prochain, c'est pas sur de l'intelligence artificielle, mais on en a un qui arrive très vite. Et bon, même si au niveau des promesses, c'est un petit peu du pipeau, je dois dire que les informations sont facilement trouvables. Donc là, il n'y a aucun effort de la part du protocole Gaïb, je les avais même pas cités jusque-là, ça me donne pas envie, ça m'a jamais donné envie jusqu'ici. J'avais fait une DeFi review il y a longtemps, justement, quand le protocole était encore au stade d'alpha. Le gros problème de l'alpha, c'est qu'on pouvait déposer des stablecoins, mais on pouvait pas les retirer du protocole. Maintenant, on peut avec leur migration, leur nouvelle version, enfin a priori, puisque je vois qu'on a un onglet, un petit bouton unstake, mais non, ça donne clairement pas envie. Après, là, j'ai trié sur Pendle les projets stablecoin par meilleur rendement sur les principales tokens. Et en général, les cryptos qui auront les meilleurs taux sur du principal token, ce sera systématiquement les projets les plus dégènes, donc c'est pas hyper étonnant que les deux premiers projets ne me donnent pas envie. Maintenant on a le REUSDE, il me semble qu'on aura une variante un petit peu plus tard, donc on n'aura pas besoin d'aller deux fois sur le protocole. Donc le REUSDE du protocole RE, voilà. Si je dis pas de bêtises, ça a l'air d'être sur de la réassurance. Je vois qu'il y a aussi l'USDE d'Ethena qui semble être impliqué, puisqu'on peut gagner des points de chez Ethena, les fameux SATS. Allons voir l'onglet Transparency. Alors, qu'est-ce qu'il y a? 240 millions de TVL. Alors, sur cette TVL, il y a à peu près, j'arrondis, 100 millions de dollars on-chain, 60 millions de dollars off-chain, et normalement, on peut avoir que de l'argent on-chain et de l'argent off-chain. 100 plus 60, ça fait pas 240. Donc il y a aussi 80 millions de dollars qui sont des premiums recevables. C'est des obligations. Ça veut dire que c'est de l'argent qu'ils n'ont pas encore. Plus tard, les contrats qu'ils ont avec je sais pas qui, c'est plus tard ils vont les payer, c'est sûr, il n'y a pas de souci. Ouf, ça me plaît pas. Ça me plaît vraiment pas. Ce qui est encore plus bizarre, c'est que la supply des différents stablecoins, des différents produits plutôt, puisqu'ils sont pas stables, hein, on voit le graphique, le prix monte. Alors c'est adossé à des choses qui sont stables, j'imagine, mais en soi c'est pas des stablecoins, c'est des produits de rendement. Donc le REUSD tout court, il a 1,05$, 91 millions de supply, et le REUSDE, celui que je viens de voir justement, qui a un bon taux sur Pendle, il vaut 1,30$, 2,8 millions en circulation. Donc il y en a beaucoup moins. Clairement c'est le plus dégène des deux, hein, c'est assez évident, sinon il vaudrait pas plus aujourd'hui. Les deux ont commencé à 1$, c'est juste que le REUSDE génère plus de rendement, donc son prix augmente plus vite que le REUSD tout court. Mais ce qui est bizarre, c'est que quand j'arrive sur le protocole, ça me dit qu'il y a 240 millions de TVL,
mais il y a même pas 100 millions de dollars dans leurs deux produits. Alors est-ce qu'ils ont des trucs à côté? Je sais pas. En dessous, on a les réserves. On a 61 millions d'USD. Alors, j'imagine que c'est ce qui est off-chain, ça va probablement être du bon du trésor, ce genre de choses, donc c'est relativement liquide, il n'y a pas trop de problèmes. On a aussi les réserves on-chain, je vois qu'on a du SUSDE, donc il est là le lien avec Ethena. On a aussi des USDC, 41 Frax, on sait pas pourquoi ils sont là. 30 DAI aussi, pareil, on sait pas pourquoi ils sont là. Pourquoi il y a du REUSD? Pourquoi ils ont leur propre stablecoin dans leurs réserves? Bon, ça va, c'est 1 million, c'est minoritaire, c'est pas très grave. Sur Avalanche, ils ont aussi de l'USDE. Sur Arbitrum et sur Base, même s'il y a quasiment pas de liquidité, il y a de l'USDE, très bien. Mais là, le grand total... On est sur du 98 millions de dollars. Et comment ils calculent ce grand total? Il y a vraiment des trucs que je comprends pas. Là, avec ce que j'ai au-dessus de moi, on n'est pas à 98 millions. Et puis si je rajoute les réserves off-chain, on rajoute 60 millions. Donc ça ferait plus de 100 millions. Enfin, les chiffres que je vois, ils ont aucun sens. Comment ils me sortent tout ça? Trop bizarre. Vraiment, c'est trop bizarre. On a l'historique aussi des performances. Alors là, ça a l'air d'être le côté réassurance. Ou assurance tout court d'ailleurs, j'en sais trop rien. C'est peut-être que le nom me fait croire, me fait penser que c'est de la réassurance. Donc on peut voir les deals qu'ils ont eu dans le passé avec... on sait pas avec qui exactement, mais on voit sur quel type d'assurance c'était. Donc il y a des assurances travail, il y avait eu des assurances auto aussi, des assurances maison j'imagine, commerciales, etc. Commerciales automobile aussi. Ça a l'air d'être le plus gros des deals qu'ils ont actuellement sur 2025. D'ailleurs, l'année est bientôt terminée, donc qu'est-ce qu'il y a? Ils vont récupérer leur pépette en fin d'année? Si je combine tous les deals de 2025, on est à plus de 80 millions de dollars. Il y a peut-être des deals qui sont déjà terminés, c'est probablement pour ça. On a des audits. Il y en a eu... Le dernier date de septembre 2025. On a Hacken aussi le 10 avril. Donc j'imagine que l'audit de Hacken, c'est pour le code, et l'audit de Certoras, est-ce qu'ils font du code aussi, ou alors c'est l'audit par rapport à tout ce qui est off-chain? J'en ai aucune idée, je suis curieux, j'ai envie d'aller voir ça. Alors, je sais pas. Non, ça me parle d'EVM là, je sens que... Ouais, c'est pas un audit off-chain, c'est l'audit justement au niveau du protocole, si tout va bien, s'il y a des failles qui ont été trouvées, si elles ont été patchées. Bon, elles ont toutes été patchées, encore heureux. Et sur eux, j'ai l'impression que le collatéral est bien là, mais il y a plein d'informations qui vont dans tous les sens et qui disent pas forcément la même chose. Typiquement là, il y a à peu près 100 millions de capital on-chain, mais si je descends un petit peu plus bas, ça me parle de 98 millions, alors c'est pas très loin. Et puis si je regarde ce qu'ils ont sur leurs différents produits, on est plus autour de 94 millions, donc ça a l'air collatéralisé, mais... Je sais pas, c'est très 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 curieux je trouve, il y a différents chiffres qui expriment la même chose mais qui n'ont pas la même valeur, j'ai un peu de mal à comprendre. Bon, sur leurs différents produits, on a 6% d'intérêt sur le moins des gènes, plus des points Ethena, 13% d'intérêt des poussières pour le plus des gènes. Ça va, c'est des promesses quand même qui sont relativement élevées, et là sur le REUSDE, ça nous dit qu'on peut s'attendre à du 13 à 23%, mais j'avais été zioter vite fait la documentation, et dans la documentation il parle pas de 13 à 23%. Attendez, je vais essayer de retrouver ça. Je crois que c'est sur qu'est-ce que c'est le RUSDE. Voilà, là l'objectif c'est 16 à 25%, et je suis quasiment sûr d'avoir vu autre chose ailleurs, mais peut-être que je me trompe, ou peut-être que je confonds avec un autre protocole. Ah non, sur la FAQ, j'ai trouvé une autre valeur encore. Là, ils visent 15 à 23%. Il faut savoir, c'est 13 à 23, c'est 15 à 23, c'est 16 à 25%, c'est jamais les mêmes valeurs. Déjà, ça j'aime pas. Quand on retrouve plein de choses qui sont censées exprimer la même chose, mais qui n'ont pas les mêmes valeurs, ça me donne pas envie d'y toucher. Donc là, non. Sans moi, personnellement. Ensuite, on a l'USDAI. Ah, celui-là, j'en ai déjà parlé. Lui, il me fait marrer. Il me fait plus marrer qu'autre chose, puisque USDAI. USD, dollar, AI, intelligence artificielle. On peut s'attendre à ce que dans le collatéral, il y ait pas mal d'intelligence artificielle. Eh bien, tenez-vous, cramponnez-vous à votre siège si vous êtes assis, si vous êtes debout, attention, arrêtez-vous, prenez une grande inspiration. 99,8% du collatéral de l'USDAI, c'est des bons du trésor américain. Pas trop de rapport avec l'intelligence artificielle, on est d'accord, donc c'est essentiellement pour surfer la narrative.
L'avantage quand même, c'est que le gros du collatéral, c'est plutôt safe, hein. Les bons du trésor américain, ça va, quand on a un stablecoin dollar, c'est pas le pire truc qu'on peut avoir dans son collatéral, hein, clairement. Il y a 0,1% de prêt pour des cartes graphiques Nvidia et 0,1% de prêt pour, c'est aussi des Nvidia d'ailleurs, voilà, donc 0,2% au total de prêt pour des cartes graphiques Nvidia à différents endroits sur le globe. C'est assez interactif par contre, on peut voir où est-ce que c'est, quel prêt ils ont fait, à quelle date ça mature, l'APR, donc elles ont vraiment besoin d'argent, les boîtes d'intelligence artificielle, pour faire des prêts avec des taux aussi élevés, hein. J'en ai vu un d'ailleurs qui est en France, alors c'est pas encore, le prêt est pas encore commencé, mais a priori c'est en route. J'imagine que si c'est en France, c'est pour l'intelligence artificielle Mistral. Donc ils ont un contrat de 1080 jours avec un APR de 17%. Emprunté à 17%. Alors je sais qu'il y a certaines boîtes justement qui n'ont pas 10 000 choix et ils sont obligés d'aller parfois faire des prêts qui sont super chers, c'est comme ça, hein, dans le monde des startups. Mais 17%, c'est quand même, je trouve que c'est assez élevé. Après les prêts qu'ils ont actuellement, on est sur du 15%, si on regarde les autres, on est dans les mêmes eaux. Ah, là on a du prêt à 10%. Je trouve que c'est un peu mieux déjà, du prêt à 12,7%, parce que ce genre de boîte, là, l'intelligence artificielle, pour l'instant, c'est la grosse bulle du moment, mais peut-être que c'est des prêts qui sont sur 3 ans. Est-ce que dans 1 an et demi, 2 ans et demi, ils pourront encore honorer leurs dettes, ou est-ce que va y avoir du défaut sur ce genre de produit? C'est le risque qu'il y a avec ce genre de prêt. Alors là, sur l'USDAI, pour moi, c'est pas un gros risque, même si, allez, on prend le scénario pessimiste, tous les prêts qu'ils font, l'argent n'est pas remboursé, et on va même rajouter les prêts qu'ils n'ont pas encore fait mais qu'ils ont prévus. Allez, on va chercher du 30 millions de dollars à peu près. Sur les 600 millions de dollars de TVL, c'est pas non plus horrible, hein. Même s'ils perdent, voilà, ces 30 millions de dollars, ils peuvent s'en remettre. Alors il y aura peut-être un petit dépeg quand même sur l'USDAI, faut pas déconner, mais on va être sur du 2-3% en théorie. C'est très théorique là ce que je raconte, mais voilà, le côté intelligence artificielle, c'est vraiment un côté qui représente que dalle pour l'instant sur le projet. Ça va probablement changer avec le temps, mais j'ai toujours la sensation que c'est juste un projet qui est là pour surfer la narrative. Et à mon avis, dans, 6 mois, 1 an après l'airdrop, on n'en entendra plus parler, un petit peu comme Anzen Finance autour des Real World Assets. Mais d'ailleurs, les Real World Assets, il y en a encore. On va pas y passer tout de suite. Avant, on a le SPL USD, et lui, je vais aller assez vite. Le SPL USD, c'est du stablecoin sur la blockchain Plasma. C'est Trevi qui va les faire travailler, mais on sait pas trop comment ils vont les faire travailler. Ils ont eu déjà des dépegs aussi sur leurs produits sur Sonic. J'ai zéro confiance en eux. Il me semble qu'en plus c'est français. J'aime pas cracher sur les projets français parce qu'il y en a des biens quand même dans le lot. Angle, ceux qui ont fait Merkle et tout. Merkle, je pense que ça parle à tous les farmers on-chain, tous les farmers sur la DeFi. Merkle, c'est français. Donc il y a des choses bien français, même Morpho, ça l'est. Mais Trevi, non, Trevi c'est nul, on sait pas, ils sont pas très transparents sur comment ils vont chercher du rendement, donc là je me permets de même pas creuser le projet, c'est je mets mon veto, non, voilà. Nintendo, ils ont leur seal of quality là qu'ils imposaient sur les jeux à l'époque, moi j'ai mon seal of pas quality, voilà, c'est nul, c'est caca, je veux pas y toucher. Ensuite on a l'USD3. Alors l'USD3, il me semble que je l'avais vu passer, j'avais relégué le projet dans des levées de fonds, je crois que c'est un projet qui est orienté uniquement pour les Américains. Je suis pas sûr à 100% de ça, en tout cas j'ai pu me connecter sans utiliser de VPN, donc a priori on peut à minima voir les informations, même en n'étant pas aux États-Unis. Et ça me dit quoi? Alors a priori il y a 50 millions de dollars de TVL, 128 millions de TVV. J'ai jamais vu ça. J'ai déjà vu TVS, Total Value Secured, mais TVV, alors c'est la Total Value Verified. Ok. Donc c'est équivalent au total déployé sur AAV plus les lignes de crédit incluant de la DeFi et des assets de banque. Donc je sais pas exactement ce que je regarde là. Je regarde le collatéral ou le sur-collatéral. J'ai l'impression que c'est le sur... Enfin c'est bizarre. Le sur-collatéral? Ok, admettons. Donc on a 43 millions sur AAV, des liquidités sur Ethereum, sur HyperEVM et compagnie. On en a dans tous les sens. C'est déposé sur plein de trucs différents. En niveau diversification, c'est pas mal. On a un peu de tout. Oula, il y a un truc qui me fait peur. Il y a 1% sur Olympus. Qu'est-ce que ça fout là? Ça c'est pas mort comme protocole. On a aussi du lending sur Origami avec le home évidemment de Olympus.
Oula, ça me plaît pas du tout de voir ça. Heureusement que c'est 1% du collatéral par-ci, 1% par-là, mais... Enfin, du collatéral, je sais pas, je comprends pas, c'est pas clair. c'est pas clair du tout. Ils ont aussi des assets chez JP Morgan et chez Bank of America. Pourquoi pas. Je sais pas si ça va générer du rendement, est-ce que c'est du bon du trésor ou quoi que ce soit, aucune idée. Ils ont même des liquidités sur Lighter. Ils vont probablement faire du delta neutre, hein, c'est pas impossible. Ils ont même des liquidités sur Inc, sur AAV, hein, tant qu'à farmer des airdrops. Donc la TVL de l'USD3 c'est autour de 50 millions, la version stakée on est autour de 8 millions, donc on parle de 58 millions de dollars de liquidité. Je vous avoue que là je suis en pleine découverte du projet, je comprends pas tout ce que je regarde. Au niveau du rendement, l'USD3 staké il va chercher du 24%, alors ça me choque pas particulièrement, parce que j'ai vu, il y a 50 millions d'USD3, et il y en a que 8 millions qui sont stakés. Il y en a à peu près 1/6 qui sont stakés. Donc ça veut dire que si tous les stablecoins vont générer du rendement, mais qu'il y a que 16% des gens à peu près qui viennent récupérer le rendement, bah ils sont gagnants, ça booste le rendement justement. Ceux qui vont pas chercher le rendement, ceux qui restent juste sur l'USD3, ils donnent littéralement leur rendement à ceux qui vont staker. J'imagine qu'on a un système à points ou un truc comme ça, c'est probablement pour ça qu'il y a des gens qui ne vont pas staker leurs USD3. Donc il n'y a pas nécessairement besoin d'avoir un gros rendement de base. Le fait que tout le monde ne va pas staker les USD3, ça vient booster le rendement naturellement. Probablement que derrière le rendement c'est juste du AAV. J'en sais trop rien, c'est très flou, j'ai jamais vu cette notion de TVV. Là on voit la comparaison entre le rendement sur AAV et le rendement de l'USD3, enfin du SUSD3, donc j'imagine que le rendement justement qui est distribué à ceux qui vont staker ce stablecoin, ça provient que de AAV. J'ai la grande impression que c'est ça. On a aussi la possibilité d'emprunter. Alors là, je vois que les lignes de crédit sont réservées uniquement aux utilisateurs américains. C'est bien ce que je pensais autour de ce projet. Mais on peut venir emprunter leur liquidité, c'est ça? On a un score de crédit. Ouh là là, ça amène des trucs de la finance tradi on-chain, on dirait bien. Et c'est même limité d'ailleurs, il reste que 7 places sur 75 pour emprunter, pour faire une ligne de crédit. Très bien. Bon, ça m'a l'air d'être un produit très particulier, l'USD3, à creuser. Au niveau du collatéral, ça a l'air ok, ils vont chercher du rendement sur AAV. Il y a un autre projet qu'on va aller voir un petit peu plus tard qui fait la même chose. Ça me choque pas. Mais comme il y a ce truc de ça a l'air d'être quand même réservé aux Américains, dans le doute, j'irai pas trop y toucher. Donc on peut enchaîner sur le prochain. Jusqu'ici j'ai toujours pas trouvé de projet qui m'emballe, hein. Étonnamment. On a le SNUSD et on aura aussi la version pas stakée. Donc c'est le stablecoin de chez Neutral ou Neutral ou peu importe. Neutre-L, appelez ça comme vous voulez. Donc on est sur un protocole à 200 millions de TVL. La version stakée génère du 12% d'intérêt et vu le nom, j'imagine qu'ils vont chercher du rendement sur du delta neutre. L'onglet transparence, enfin ils appellent ça métrique, ça a l'air d'être plutôt clean, on a pas mal d'informations. Alors je crois qu'il faut aller sur ce petit bouton, voilà, sur Accountable. Il y a plein de projets qui utilisent Accountable pour leurs preuves de transparence. Sur certains projets, je trouve que c'est bien, on a toutes les informations, mais sur d'autres projets, on va aller le voir un peu plus tard, des fois c'est catastrophique, je trouve que les informations sont mal répertoriées. Enfin bref, tout est vérifiable, taux de collatéralisation 103%, ça a l'air pas mal, delta neutral, oui. Ok, donc ça me spoil un petit peu, ça a l'air d'être du delta neutre. Donc les réserves, on a 170 millions sur Fireblocks, 20 millions chez Binance, 12 millions chez Bybit, etc. Ok, c'est du delta neutre, mais on n'aura pas trop la possibilité de creuser en détail, puisque ça a l'air d'être uniquement off-chain les stratégies. Ça se passe sur des échanges centralisés. Enfin Fireblocks, je crois que c'est un prestataire, je crois pas que ce soit un exchange. Mais bon, voilà, on est sur de la finance off-chain, amené sur la DeFi pour pouvoir farmer des points et compagnie. Typiquement, ça pour moi, c'est le genre de projet de VC. J'ai la sensation que les VC, sur ce cycle, en tout cas, sur le cycle précédent, ils mettaient de l'argent sur tout et n'importe quoi, sur toutes les narratives. Alors c'est encore le cas, hein. Il y a encore de l'argent sur plein de projets IA crypto, machin truc, des projets de finance on-chain. Mais j'ai la sensation qu'il y a surtout beaucoup de projets à base de stablecoin, et c'est des projets qui ont pas forcément la volonté de rester des années et des années. Ils sont surtout là pour surfer un petit peu la hype, faire un billet à tout le monde, et voilà. D'ailleurs, d'où vient l'argent
Aucune idée. Probablement que les gens qui sont le plus perdants, c'est ceux qui vont acheter les tokens après l'airdrop et qui vont se faire démonter à garder ces tokens-là. J'imagine que ouais, le gros des perdants va venir de là. C'est eux essentiellement qui payent, qui payent le rendement, on va dire, qui payent l'airdrop. Je sais pas, c'est assez intéressant. Faudrait un de ces quatre se pencher sur ça plus en détail. Ensuite, alors je reviens sur Pendle, on a vu le SNUSD, bon c'est du delta neutre, on peut pas trop aller voir vu que c'est sur des exchanges, des plateformes centralisées. Ensuite on a le JRUSDE, et plus bas on retrouvera le SRUSDE. Donc c'est deux tokens, comme son nom l'indique, hein, il y a USDE, qui viennent s'adosser à l'écosystème d'Ethena, et ils viennent générer du rendement. Alors je pensais que c'était par-dessus, mais ça n'a pas du tout l'air d'être le cas. Quand je vois ce qu'on a du côté de l'onglet dashboard, tableau de bord sur Strata, parce que c'est le protocole Strata qui émet ces deux petits lurons, d'ailleurs ils ont levé des fonds récemment, je pense que l'airdrop arrive bientôt, on n'a que de l'USDE, enfin même précisément du SUSDE dans le collatéral, donc ça veut dire que dans leur réserve, ils ont un stablecoin qui génère du rendement, et de ce que je vois, ils ont deux produits différents. Un qui s'appelle le SRUSDE qui donne 2,8% APY, donc moins que le SUSDE, et un qui s'appelle le JRUSDE et qui va générer 12% d'intérêt. De ce que je comprends, vu qu'il y a moins de JRUSDE en circulation, ce qu'ils font c'est que ils ont un produit qui va chercher un rendement inférieur à l'USDE, qui donne un rendement inférieur. Alors j'imagine qu'il y a une protection, que ceux qui vont prendre la tranche plus risquée qui s'appelle Junior, ils vont entre guillemets servir de chair à canon pour ceux qui sont sur la tranche plus safe. Ça veut dire que s'il y a des pertes ou quoi à éponger, ben ceux qui sont sur la tranche risquée, ils vont payer les pots cassés pour ceux qui sont sur la tranche moins risquée. Maintenant, le collatéral, c'est que du SUSDE. Je vois même pas l'intérêt d'avoir... Déjà que le SUSDE en ce moment il est à 4%, c'est pas non plus dingue je trouve pour du stablecoin. Alors avoir quelque chose qui va utiliser entièrement ça en collatéral, on va être exposé à 100% en fait à ce risque, et avoir un rendement plus faible, je comprends pas l'intérêt. Alors on a potentiellement la couverture de ceux qui vont prendre la tranche plus risquée, qui vont nous permettre d'éponger les dettes, d'éponger les pots cassés, mais je comprends vraiment pas l'intérêt de ce projet. Il n'y a pas de diversification, c'est que de l'USDE, ça permet soit d'avoir un rendement plus faible sur l'USDE, soit un rendement plus élevé, enfin... Très 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 curieux se produisent. Pareil, ça je pense que ça n'a pas vocation à rester sur du long terme. Déjà que c'est très dépendant d'un écosystème. Ça vient par-dessus Ethena, donc si Ethena est pas en forme, Strata ça va pas aller pour eux. Ouais, je pige pas l'intérêt de ce genre de produit, autant s'exposer directement à l'USDE. On enchaîne avec Midas. Midas, ça va être un gros dossier, on va en retrouver beaucoup du côté de Pendle, je pense que je vais tous les faire d'un coup. En fait, Midas, c'est une plateforme sur laquelle on va retrouver des vaults, et il y aura différentes stratégies qui vont être opérées par différentes entités. On va commencer par le M-Edge, parce que là, en allant dans l'onglet de transparence, ça m'a mis dessus. On a un petit graphique qui répertorie un peu où sont les liquidités. J'aime pas trop le graphique, je le trouve moche, j'aime pas comment c'est fait, il y a trop d'informations, c'est... Bon, on s'en fout, ce qui est important c'est de voir où sont les liquidités. Alors on a sur ce produit à peu près 10 millions de TVL, on dirait bien, il y en a 70% sur des wallets on-chain, 30% sur des exchanges. Pour tout ce qui est on-chain, on a les liens d'eBank, on peut aller voir. On a même quelques liquidités sur Hyperliquid, on peut aller voir aussi. Je suppose qui vont générer du rendement sur des protocoles safe, du AAV, des trucs comme ça. Ils font peut-être un petit peu de delta neutre aussi, vu que je vois qu'il y a des liquidités sur des exchanges. On va aller voir quelques protocoles vite fait, quelques portefeuilles qu'ils ont du côté de d'eBank. Qu'est-ce qu'ils font à peu près comme stratégie pour qu'on se donne une idée? Alors sur le plus gros portefeuille, ils ont quasiment que des liquidités sur Flare et sur Plasma et un peu sur Ethereum aussi. Enfin un peu, j'abuse, il y a 1 million. Donc on retrouve du AAV, on retrouve du SparkDex. Ça a pas l'air de générer beaucoup de rendement très honnêtement. Franchement, rien d'exceptionnel. On voit qu'il y a une possibilité aussi de rédemption instantanée. Il y a 8% de la TVL qu'on peut retirer instantanément. Sinon, généralement sur ce genre de protocole, il y a un délai de quelques jours à 1 semaine. Parfois, ça va même être 2 semaines, mais 2 semaines, quel enfer. Là, ça a l'air d'être 3 jours. 3 jours ouvrés, c'est pas dramatique comme période d'attente je trouve. Ensuite on a le MEV il me semble,
pareil, ils vont chercher du rendement sur la DeFi. Ah, j'ai l'impression que tout est visible, tout est on-chain. Ah non, on a un vault neutral. C'est écrit exactement comme le protocole neutral que je vous ai montré juste avant avec leur stratégie uniquement sur des plateformes centralisées. Est-ce que du coup ils vont déléguer des liquidités à ce projet-là? C'est probable. En tout cas, ce qui est visible on-chain, on a plus de la moitié qui est visible on-chain, c'est déjà pas mal sur ce genre de produit. Est-ce qu'on retrouve des trucs qui sont vraiment abracadabrantesques ou est-ce que c'est ok en termes de risque? Alors, je retrouve encore une fois le protocole neutral en premier, avec pas mal de liquidités. On a 10 millions de déposés précisément, et c'est bloqué jusqu'au 26 mai 2026. Donc c'est pas dans si longtemps que ça, hein. Pour moi, c'est cohérent avec ma vision de les projets sont là pour rester les quelques mois, voire un an et demi grand max. Et après on disparaît petit à petit quand les investisseurs ont récupéré leur thunes. Ils ont des liquidités sur l'USD AI du côté de Pendle, forcément ça paye plutôt bien, et quand on regarde le collatéral de prêt, faut le dire, hein, c'est pas non plus ultra risqué, c'est du bon du trésor. Ça me fait chier de le dire parce que j'aime pas le projet, mais c'est vrai, hein, le collatéral est pas hyper risqué. Ils sont aussi sur l'ELP du côté de Curve, je sais même pas s'il y a du rendement de ce côté-là. Ils ont peut-être un partenariat, un accord avec l'USD AI pour leur apporter des liquidités, hein, ce serait pas étonnant. Ensuite on a Morpho, des liquidités sur Morpho, sur HyperEVM, c'est simple. Aussi sur Monad, encore des liquidités sur Pendle mais sur HyperEVM. Je vois rien de très déconnant, alors on n'est pas non plus sur des stratégies qui vont aller chercher des rendements ultra dégènes, mais c'est pas plus mal. En ce moment on est dans une phase de marché, quand j'enregistre ma vidéo, qui est pas très propice à aller chercher des rendements élevés. Donc vaut mieux se méfier, éviter d'aller sur les opportunités trop déconnantes. Donc le MEV, ça m'a l'air pas mal, comme son nom l'indique, hein, c'est MEV Capital qui est derrière. On a aussi le vol de RE7. Bon alors là sur RE7, le gros des liquidités, on peut pas aller voir ce qu'ils font avec. Pas bien. On a le MT-Bill, comme son nom l'indique, ça devrait être autour des bons du trésor, mais je vois que 94% des liquidités sont on-chain. Je vais aller voir le plus gros de leur portefeuille, où il y a quasiment tout. Est-ce que c'est des bons du trésor tokenisés, ou est-ce que ça n'a rien à voir? Ok, c'est des bons du trésor tokenisés par Superstate, donc très bien. Ça s'appelle MT-Bill, c'est bien du bon du trésor derrière, c'est cohérent. Bon, on va pas tous les faire, j'en fais un petit dernier, le M-Hyper de chez Hyper-Rhythm, que je n'aime pas du tout. Je les aime pas, ils étaient pas mal exposés au XUSD de Stream Finance. Heureusement pour eux, ils ont pu sauver leur cul et sortir avant le crash, ou même pendant le crash, j'ai envie de vous dire. Voilà, j'ai aucune confiance en eux, ils avaient alloué beaucoup de liquidités chez Stream Finance, et inversement, c'était réciproque, Stream, ils avaient des liquidités chez eux. Zéro confiance envers Hyper-Rhythm. Allons voir, je vais pas regarder tout le collatéral, mais il y a 75% de leur liquidité sur un portefeuille. Qu'est-ce qu'ils en font? Ouh, je vois déjà qu'il y a du lighter, intéressant, ils vont farmer lighter, on farme pas avec les mêmes liquidités, hein. Là ils ont 2 millions de déposés, et 2 millions c'est pas grand chose sur ce portefeuille, puisqu'on a 6 millions sur Unichain, 13 millions sur Plasma, 22 millions sur Arbitrum, et 25 sur Ethereum. Donc on a du RLP, on en reparlera un petit peu plus loin du RLP. On retrouve encore une fois du NUSD, là on a des pools de liquidité sur Pendle avec du NUSD, intéressant. Aussi le CUSD de Cap, des USDT déposés sur Fluid, sur la blockchain Plasma, des USDC sur leur propre vault a priori, le vault d'Hyper-Rhythm sur Morpho, ok. On retrouve évidemment du USD AI sur Pendle, un grand classique. En soi, c'est pas si déconnant non plus le collatéral. Bon, ils sont sur leur propre marché, ils apportent leur propre liquidité, j'ai envie de vous dire, pourquoi pas. C'est pas le pire truc que j'aurais pu voir dans le collatéral. Ils vont faire du delta neutre sur Monad, tiens, c'est intéressant. Ils font du staking sur Monad et ils viennent le shorter à côté. Parce que ça paye plutôt bien, j'imagine, hein, de shorter Monad. Pas dans le sens où c'est profitable, hein, puisqu'ils sont en delta neutre, mais dans le sens où il y a des funding fees. Et je sais pas ce que donne le staking sur Monad, j'imagine qu'on est à plus de 10% annualisé. Ou on doit pas être très loin de 10%, je crois. Ok, c'est pas hyper déconnant les stratégies qu'ils font, il y a quelques trucs que j'irai pas faire moi-même, mais ça va. Dans l'ensemble, ils vont pas non plus maintenant ils ne vont plus trop mettre leur liquidité sur des projets ultra risqués, j'ai la sensation. On retrouve plus de trucs comme Stream Finance.
Ensuite, on a Yuzu Money. Alors, j'ai encore quelques liquidités dessus, tiens, je les ai pas retirées depuis que j'ai fait ma DeFi review. Voilà, j'en ai déjà parlé de Yuzu Money. Ils vont allouer des liquidités, on va aller voir d'ailleurs où est-ce qu'ils allouent leurs liquidités. Donc 38 millions de dollars de TVL. Je me rappelle que le protocole s'était fait défoncer sur sa TVL, voilà, il était passé de 27 à 17 millions. Petite traversée du désert jusque mi-décembre, et là c'est bien remonté, ils sont à quasiment 40 millions de TVL, tant mieux pour eux. Le taux de collatéralisation a l'air bon, on peut tout vérifier au niveau des liquidités, 97% des liquidités sont stakées, ça c'est intéressant. Et qu'est-ce qu'ils ont dans leur collatéral? Alors on retrouve du Plasma, Ethereum, Unichain, Arbitrum, donc ça a l'air d'être entièrement on-chain le collatéral, pas mal. On a des adresses de portefeuille, allons voir le portefeuille principal pour se donner une idée de ce qu'ils font avec les liquidités. On a des sous sur Plasma, sur Ethereum, sur Arbitrum, c'est du classique. Hein. De toute façon, en ce moment, il n'y a pas 10 000 choses à faire on-chain, c'est du lending, du pendle, et voilà, c'est le gros des stratégies qu'on peut faire en ce moment. On est clairement dans un bear market. On-chain, ça se répercute aussi. Il n'y a pas 10 000 stratégies à faire. Donc forcément, toutes ces entités font à peu près la même chose. Donc sur Pendle, on est du côté de Plasma. On a beaucoup d'USDT, très bien. Du côté de Morpho, on a des boucles avec du SR-USDE qu'on a vu un petit peu plus tôt. Ils font quand même des boucles avec un bon effet de levier, je trouve. Hein. Sur Euler, là, on a un Hills Rate de 1,03. Vaut mieux pas qu'il y ait un petit dépeg du côté de l'USDE. Mais sinon, ça me choque pas plus que ça, ce genre de boucle. Hein. C'est très commun maintenant d'en retrouver sur ce genre de protocole. Je trouve que c'est quand même un poil dégène. Hein. Il y a beaucoup de boucles quand même. J'aurais bien aimé en voir un peu moins dans le collatéral de Yuzu, mais je peux pas dire que c'est un projet ultra risqué. Maintenant, ils vendent 12% APY sur la version stakée, et je parlerai même pas du 35% sur le YZPP. Le YZPP, globalement, c'est un produit ultra risqué. S'il y a des pertes dans le collatéral, c'est eux qui vont tanker en premier, qui vont assumer les pertes pour les autres. Donc produit très risqué, normal que le rendement soit plus élevé, mais j'ai pas envie d'y toucher. 12%, quand je regarde le collatéral, c'est faisable, hein. Il y a quand même des boucles sur pas mal de choses, que ce soit sur Fluid, sur Euler et compagnie, sur Morpho même. C'est faisable 12%, mais est-ce que ça vaut le coup de prendre autant de risques actuellement pour avoir 12%? Est-ce que c'est pas mieux d'aller chercher un rendement plus faible, hein, même quitte à ce que ce soit du 4-5%, mais en évitant de prendre trop de risques? Je trouve qu'en ce moment, c'est clairement pas le bon timing pour aller chercher trop de risques on-chain. Après, il faut bien essayer d'être compétitif en ce moment, donc Yuzu, ils essayent de chercher du rendement comme ils peuvent. Compliqué. Je peux pas dire pour l'instant que le projet est horrible. Jusqu'ici, c'est un des projets que je trouve les plus potables. Ça me fait un peu chier de le dire aussi. Mais voilà, Yuzu, ça a l'air plutôt correct. À surveiller quand même au niveau du collatéral et voir s'ils ont pas de soucis, surtout au niveau du collatéral. Ensuite, on a l'USN de Noon Capital, et je vois qu'on est déjà à peu près à 40 minutes de vidéo et j'ai pas du tout fini, donc je vais essayer d'accélérer un peu la cadence. Alors, Noon, assez peu de TVL, 25 millions, ça a l'air d'être très stable depuis un bon moment la TVL, hein, je l'ai déjà passé en revue il y a pas si longtemps. J'en avais pas fait une vidéo dédiée, mais j'en avais parlé pendant un live, il me semble. Je vais pas pouvoir en dire grand chose du collatéral, puisque il y a 1 million de dollars en principal token, donc c'est des investissements sur Pendle, 15 millions de crédits privés, et 7 millions de bons du trésor, donc ça a l'air plutôt ok. J'aime pas trop avoir des crédits privés comme ça dans le collatéral, c'est pas trop mon truc, mais bon, si c'est vérifiable, pourquoi pas. Si c'est pas vérifiable, clairement, je n'y toucherai pas. Ensuite, on a YieldNest. Pour moi, c'était essentiellement un protocole autour du liquid staking, mais ils ont aussi des produits autour des stablecoins et des real world assets. Oulala. Alors, comment ils vont chercher du rendement sur leurs produits avec les real world assets? Est-ce que je peux trouver cette information? Je vois déjà qu'il y a un programme de parrainage autour de leurs produits sur les real world assets. Ouh, j'aime pas ça. Alors, c'est fair play, les programmes de parrainage, etc. Il faut bien amener les gens on-chain, hyper liquide, ils le font tous. Maintenant, voir qu'en particulier, c'est sur ce produit-là qu'il y a un programme de parrainage, et en plus on vient prendre des intérêts sur la TVL qu'on apporte, ah, je sais pas, c'est bizarre, ça me plaît pas trop. A priori, c'est une date de maturité, le produit de YieldNest, ça mature le 15 octobre 2026, ça me fait penser un petit peu à ce qu'on a du côté de Pendle, évidemment, et c'est censé être backé par plus de 300 millions de dollars de real world assets, alors qu'il y a 1,5 million de dollars de déposés.
Tu te foutrais pas un peu de ma gueule par hasard, non, c'est... Je sais pas, je le sens moyen là. Donc valeur de collatéral 300 millions de dollars, max RWA, ok très bien. Donc on peut aller voir ce que c'est, on peut aller creuser un petit peu, ça me redirige vers Kimber Capital. Donc c'est un spécialiste en management de fonds chez Sydney, donc ils sont établis à Sydney plutôt. Très bien, très bien, très bien. Alors clairement, j'ai pas envie d'aller creuser ça, j'ai pas envie de savoir ce que c'est exactement derrière. Je sais juste que ça me donne pas envie. Je peux pas, normalement en 1 minute, allez 2 minutes, je devrais avoir toutes les informations clés pour savoir comment ils vont générer du rendement, etc. Là, je les ai, mais j'ai pas trop confiance en ce qu'il y a derrière, ça me demande d'aller faire plus de recherches encore. Je sais pas, j'aime pas ça. On va enchaîner avec le prochain projet, je pense. Alors, le prochain projet, ça s'appelle Nunchi, et on a le fameux NLP dessus. Vous ne connaissez pas le NLP? Moi non plus. Donc on va aller voir ce que c'est. Allons minter des NLP. Le NLP, derrière, on a de l'USDC, de l'USDT. Ok, les stratégies qu'il y a derrière, ça va être du HBUSDT, donc c'est le Vault de Hyperbit, on va en parler plus loin, le Vault aussi avec de l'USDC et des USDT déposés sur Hyperland. Donc là on est sur l'écosystème Hyper-EVM et on va juste aller utiliser plusieurs protocoles derrière. De ce que je vois dans leur description aussi, ça utilise les marchés HIP3 du côté d'Hyperliquid. Donc qu'est-ce qu'il y a? On peut mettre ça en collatéral pour trader par-dessus, c'est ça l'idée? Je sais pas trop. En tout cas, ça a l'air d'être un projet qui surfe la nouvelle narrative qu'il y a sur l'écosystème d'Hyper-EVM, hein, la narrative HIP3, avec tous les marchés qu'on peut construire autour de ça. Bon, le rendement, on voit d'où il vient à peu près, ça a l'air d'être trouvable, la source du rendement, enfin c'est pas ça a l'air, c'est trouvable. C'est pas horrible non plus en termes de risque, mais ouais, je sais pas trop. En fait, pourquoi je peux pas aller directement sur Hyperbit? Y a pas non plus une diversification de fou furieux, je trouve. Et Hyperbit, ils vont déjà allouer du capital sur différents protocoles. Donc quel intérêt d'être un protocole qui alloue des liquidités pour les allouer, vous voyez, pour sous-traiter en fait la main d'œuvre. J'aime pas quand des protocoles font ça, donc ça m'inspire pas. Ensuite, allez on enchaîne, on a l'USP de Pareto, 4 millions de TVL, 11%, oulala, pourquoi j'ai plein de trucs quand je vais sur le rendement? Donc on a des points, ok. Les points, en fait, ils m'affichent toutes les informations que je peux avoir. S'ils sont stakés, s'ils sont pas stakés, si je dépose des USDC, si je parraine des gens, etc. Très bien. Alors, il faut faire une vérification a priori avant de minter des USP. Je l'ai même pas dit jusqu'ici, mais il y a pas mal de projets aussi hein, qui demandent un KYC, une vérification d'identité pour pouvoir utiliser les mécanismes du protocole, que ce soit pour minter, pour unstaker, etc., pour rentrer, sortir en gros hein, des liquidités du protocole. Personnellement, j'ai pas envie de faire de KYC pour ça. Je peux comprendre qu'il y ait des investisseurs qui n'aient pas de problème à faire des KYC ou des KYB, hein, si c'est des entités structurées. Mais ce genre de produit, c'est pas pour moi. Je dirais même que c'est pas pour un utilisateur lambda on-chain. Pour moi, il n'y a pas à aller mettre ces informations d'identité pour aller utiliser des protocoles sur la finance décentralisée, hein, voyez-vous. Bon, en tout cas, qu'est-ce qu'ils font? Comment ils vont chercher du rendement? Qu'est-ce qu'il y a dans le backing? Alors, je vois qu'il y a un petit peu d'USDS, très bien. Ils ont des liquidités chez Fasanara Digital. Je vois qu'il y a écrit Basis Trading en dessous. Je crois que c'est un autre terme pour parler de stratégie delta neutre. Pas sûr à 100%, je dis peut-être des bêtises. Et 58% du collatéral sur du HF Trading. HF, il me semble que c'est haute fréquence, ou high frequency en anglais évidemment. Donc du trading à haute fréquence. Est-ce que le trading à haute fréquence, c'est assuré que ça donne du rendement? On peut pas perdre des sous avec ce genre de stratégie? Je sais pas trop. C'est quand même pas commun de retrouver ce genre de stratégie. Alors, ça me parle aussi de crédit ici. J'ai pas l'impression, hein, quand je vois les lignes, qu'ils fassent des prêts en particulier. J'ai plus la sensation qu'ils vont allouer des liquidités. Bon, de toute façon, il y a relativement peu de TVL. C'est un produit pas commun. Pourquoi pas? Maintenant, il y a tellement de produits pas communs, je suis même pas sûr que ça vaille le coup d'aller farmer ces différents projets en espérant que dans le lot, il y en ait un qui fasse un bon airdrop. Je trouve qu'en se diversifiant sur ce genre de projet, on a tellement de chances de tomber sur un qui va avoir un problème, qu'il vaut mieux
éviter de trop se diversifier. Il faut quand même un minimum de diversification, je trouve, mais à vouloir tous les farmer, je pense qu'on va plus tomber sur de mauvaises surprises et limiter le potentiel airdrop qu'on pourrait toucher. Je pense qu'il vaut mieux prendre un peu plus de temps pour faire un minimum de recherche et éviter ceux qu'on n'a vraiment pas envie de farmer. Enfin, pour l'instant, jusqu'ici, je sais pas si c'est le mood du bear market, mais j'ai rien vu qui m'a emballé, c'est un truc de fou. Ensuite, on a le N-Basis du côté de Plume. J'ai fait une vidéo récemment sur Plume, je pense qu'il n'y a pas besoin que je m'attarde plus que ça. Où est-ce qu'ils vont chercher du rendement sur l'USCC de Superstate. Donc globalement, c'est de la stratégie institutionnelle, 4% de rendement sur les 30 derniers jours. C'est vérifiable, on peut aller voir où est-ce qu'ils vont chercher tout ça. Je me demande si c'est pas sur du bon du trésor. Alors je vois qu'en dessous justement ils ont l'USTB qui vont chercher sur les bons du trésor, mais je me demande si l'USCC il va pas essentiellement aussi chercher du rendement comme ça. On peut aller checker vite fait sur leur site, allez, je vais pas être flemmard. Donc où est-ce qu'ils ont des liquidités? Ah, j'ai rien dit, ça a l'air d'être alloué on-chain. Je vois qu'on a pas mal de liquidités sur AAV. Donc ils vont chercher du rendement sur AAV, c'est ça? Ah bah il y a aussi des bons du trésor. Donc j'étais pas si loin de ça finalement. On a du Solana staké. Ok, j'imagine qu'ils font du delta neutre aussi. Ils font un peu de tout sur l'USCC comme stratégie. Donc on a du delta neutre, on a du bon du trésor, on a du lending. Voilà, c'est un petit pot pourri comme on peut retrouver on-chain, sauf que là, c'est à hauteur institutionnelle. J'en ai fait pas mal là, j'en ai enchaîné plein du côté de Pendle. Si je redescends, le prochain qui devrait être sur ma liste, c'est le RLP de Resolve. Donc Resolve, ils ont pas que le RLP, ils ont aussi l'USR, mais c'est celui qui est arrivé en premier pour moi sur Pendle, parce que le RLP forcément est plus dégène, donc il génère plus de rendement la plupart du temps. L'USR, faut le voir un peu comme l'USDC ou l'USDT, c'est pas un stablecoin qu'on peut retrouver sur certains protocoles où on peut aller et venir avec des USDC, c'est un stablecoin à part entière. C'est backé par de l'ETH a priori et du dollar américain, donc il n'y a pas possibilité de sortir pour autre chose a priori que de l'Ether ou du dollar directement, et en plus c'est sous KYC et compagnie il me semble ce mécanisme, on peut pas sortir si on est un utilisateur lambda. Donc c'est important à savoir, si on va s'exposer à l'USR, c'est un peu comme quand on va s'exposer à l'USDC et l'USDT, derrière il faut avoir confiance en l'entité qui l'émet. Pour Circle, pour Tether, j'ai confiance en eux, j'ai pas de problème à avoir de l'USDC ou de l'USDT. USR ils sont plus petits, c'est plus difficile pour eux quand même, donc j'ai quand même moins confiance. Donc déjà l'USR, ça peut me poser problème. Alors le RLP qui vient par-dessus, qui vient prendre un petit peu les risques, c'est écrit ici, ça vient manager le surplus de collatéral pour protéger la stabilité de l'USR. C'est un peu comme le YZPP chez Yuzu et d'autres produits qu'on a vus jusqu'ici. En gros, c'est la première ligne, c'est eux qui viennent tanker si jamais il y a des pertes sur le protocole, voilà, c'est eux qui vont venir éponger la dette, ou comme c'est écrit, absorber les risques de marché. Donc tant qu'il n'y a pas de risque, tant qu'il n'y a pas de problème, c'est très bien, le RLP va même générer un rendement plutôt croustillant. Actuellement, il en est où? Il est à combien? Est-ce que je peux voir ce rendement? Si je vais sur Stake, je vois pas le rendement. C'est peut-être dans Vault, non c'est pas dans Vault, peut-être dans le tableau de bord. Voilà, actuellement, sur les 7 derniers jours, il est à 9%. C'est pas horrible en ce moment. Pour du stablecoin, clairement, c'est pas horrible. Alors, du stablecoin quand même avec des gros guillemets. Oui, derrière, il y a des produits adossés à des stablecoins, mais le RLP, c'est tout sauf un stablecoin. Ça a l'air de reposer essentiellement sur des stratégies en delta neutre, de ce que je vois. On a des choses qui sont visibles on-chain, mais on a aussi des choses qui se passent sur des exchanges. Bon, c'est pas dramatique de chez dramatique. Le côté tableau de bord est quand même relativement transparent, on voit quand même sur quels exchanges ils ont leur position, sur quel token ils vont aller faire du delta neutre. C'est pas parfait, mais c'est suffisant en termes d'information, je trouve. USR, moi je le mets pas à la poubelle, j'aime bien quand même l'USR, mais leurs airdrops, là, saison 1, 2, 3, 4, machin truc, leur airdrop était pas terrible, c'est pas quelque chose non plus de fou à farmer. Si on peut avoir un rendement décent, ça se prend. Attention quand même, faut être au courant des risques qu'il y a derrière sur ce genre de projet. Est-ce que ça vaut le coup d'aller prendre du risque sur le RLP quand je peux avoir 3-4% sur du AV ou du Morpho? Je sais pas, peut-être, peut-être pas.
Ensuite, on a Réservoir. Alors Réservoir, j'ai toujours cru que c'était les mêmes qui étaient derrière le protocole Relais. Parce que ceux qui sont derrière Relais, ils s'appellent aussi Réservoir, mais non, a priori, il n'y a rien à voir, justement. C'est deux entités différentes. Donc ce réservoir-là, c'est ceux qui sont derrière le RUSD. Et on va avoir les variantes, hein, le SRUSD, la version stakée, le WSRUSD, la version stakée qui va réinvestir en quelque sorte les intérêts. Là aussi on est sur une saison 3, il y a eu déjà 2 airdrops hein, sur Réservoir. Le premier airdrop, la saison 1 était pas mal il me semble, la saison 2, généralement sur ce genre de projet c'est pas terrible, 100 millions de dollars de TVL, 6% d'intérêt à peu près sur leur stablecoin. Alors comment ils vont chercher ça? Est-ce qu'on a les informations? Si je vais sur la réserve, ouf, ils ont pris cher, hein. On voit à peu près vers quand ils ont dû faire leur airdrop, ça devait être vers octobre, hein, parce que la TVL elle est passée de 600 millions à peu près à 20 millions en novembre. Waouh, ils ont pris super cher. Et puis en plus, en novembre, on a eu le crash du côté de Stream, ça n'a pas dû aider. Néanmoins, la TVL est repartie à la hausse, c'est repassé de 15 millions même, à plus de 100 millions, donc c'est cool pour eux, ils ont réussi à récupérer de la TVL, c'est pas commun sur ce genre de projet. En général, quand ça prend un gros crash comme ça, difficile de repartir. Si je regarde en détail, alors on a l'air d'avoir les assets. Ok, ils vont faire travailler essentiellement leur liquidité sur des marchés de lending. C'est pas déconnant, hein, ça je l'ai déjà dit plus tôt dans la vidéo. En ce moment il n'y a pas 10 000 stratégies à faire, donc ok, on a du Euler, on a du AV, on a du Morpho, et ça a l'air d'être juste du lending tout simple. Ils vont pas faire des boucles de prêt d'emprunt. On a aussi du Pendle. Pourquoi pas, ils vont chercher du rendement sur des principal tokens et autres. Ils ont un petit peu de RUSD, je sais pas pourquoi ils ont 0,1% de leur propre stablecoin dans leur collatéral, allez admettons, c'est pas dramatique, 0,1%. Donc ça va, ça a l'air d'être correct en termes de risque, c'est du Pendle, du AAV, enfin du Pendle, du protocole de lending. En ce moment, il n'y a pas 10 000 choses à faire on-chain, donc c'est très cohérent avec ce qu'on peut retrouver on-chain. Le rendement est pas déconnant, c'est un peu plus élevé que sur un AAV, donc pourquoi pas, sur un malentendu, on sait jamais. Néanmoins, je n'irai pas trop m'exposer non plus à ce genre de protocole. Et attention, si vous avez déjà une grosse exposition à des protocoles de lending type Morpho, Euler et compagnie, c'est pas forcément une bonne idée. Avec vos autres stablecoins là qui sont dans votre portefeuille qui traînent, vous vous dites « Ah, je sais pas trop quoi en faire ». Bah, si vous allez vous exposer avec Réservoir, vous allez être encore exposé sur Morpho, Euler et compagnie. Donc la question c'est... Est-ce que selon vous, ça peut valoir le coup de rajouter le même risque sur votre portefeuille? Est-ce que pour vous, si vous avez déjà 50% de vos stablecoins déposés sur des protocoles de lending, est-ce que ça vaut le coup d'en rajouter 10% supplémentaires sur Réservoir, sachant qu'ils vont aller aussi utiliser des protocoles de lending, les mêmes que vous utilisez probablement. En ce moment, on-chain, il n'y a pas 10 000 choses à faire, donc il faut faire attention quand vous allez utiliser des protocoles comme ça qui vont déléguer des liquidités à votre place. Faites attention quand même un minimum à où ils vont farmer, ce qu'ils vont faire de vos sous, sinon ça peut terminer comme Stream Finance. Heureusement, ça sert quand même de leçon ce genre d'événement, c'est triste à dire, mais Stream Finance a mis un sacré coup hein, sur ce genre de protocole. J'ai remarqué que dans les collatéraux de ce genre de protocole, c'est aussi corrélé au marché, le fait qu'il n'y ait pas grand chose à faire. D'ailleurs, je vais mettre la version nuit là sur Réservoir, j'avais même pas fait attention qu'il y avait une version nuit, c'est plus agréable. Depuis le crash de Stream Finance, il y a quand même quelque chose de positif qui est apparu sur ce genre de protocole, c'est qu'ils prennent moins de risques. Encore heureux, j'ai envie de vous dire. Ensuite, on a Falcon Finance, je sais pas comment ils font pour avoir encore plus de 2 milliards de TVL, sachant qu'il y a très peu de stablecoins chez eux qui sont stakés. Alors c'est un peu comme pour l'USR de Resolve, ils ont leur stablecoin USDF. Il me semble qu'on peut en sortir, entrer, on peut swapper vers leur stablecoin, on peut minter, il y a un mécanisme de rédemption, donc en fait non, c'est pas du tout comme l'USR de Resolve, mais c'est sous KYC, donc c'est pas accessible, et en plus le montant minimum pour sortir c'est 10 000 $. Donc là on n'est pas sur un protocole fait pour les petits farmers lambda. Néanmoins, leur stablecoin, là, leur version stakée donne 7% de rendement, c'est plutôt stable là depuis fin novembre, ça donne envie quand même. Alors est-ce qu'on a plus d'informations, est-ce qu'on peut savoir un peu où est-ce qu'ils vont faire travailler leur liquidité? Ah bah on a un onglet Transparency juste en dessous du bouton tableau de bord. Allons voir ça de plus près. Waouh,
Déjà dans le collatéral, il y a 55% de BTC, je m'attendais pas à ça. On a aussi 13% de MBTC et 11% de Enzo BTC, donc il y a beaucoup de Bitcoin dans le collatéral. On a aussi des tokens de l'écosystème Tron. On n'aurait pas du Justin Sun qui serait par là par hasard? En fait, on a plein de merde dans le collatéral du protocole. Enfin, il me semble pas que c'est du collatéral, il me semble qu'on peut emprunter des USDF, qu'on peut minter des USDF par-dessus ce genre de token. C'est un petit peu comme... mince, ça me revient pas. Comme le DAI à l'époque. Le DAI, c'est un stablecoin qui était minté par-dessus de l'Ether, et ensuite ils ont rajouté plein de possibilités par-dessus du WBTC, de l'Ether staké, etc. Il y a plein d'autres protocoles qui ont suivi le modèle. Falcon, ils font la même chose. On peut venir minter des USDF par-dessus plein de collatéraux différents, plus ou moins des gènes. On a des tokens Sonic. Ouf, ouah, ça j'aime pas du tout. On a des tokens Mask. On a aussi des tokens Sonic, mais l'autre, pas la blockchain. Enfin, je crois pas que ce soit une blockchain, enfin on s'en fout, voilà. Autre projet Sonic random, Sirène, oh là là, ça a l'air d'être un même coin, tu sais même pas sur quel écosystème c'est. Ouais, il y a un peu de tout, il y a même du hamster dans le collatéral, il y a vraiment toutes les merdes possibles, j'ai l'impression. Évidemment, c'est pas le gros T-liquidité qui est emprunté par-dessus des mêmes coins tout pétés, hein. Là, sur le hamster, on est sur 0,00048% des USDF empruntés. Franchement, ça va, c'est pas un risque systémique. Même Solana, hein, c'est 0,005% des USDF, donc c'est ok. Même le Sonic, hein, le S, 0,03%, pas horrible. Il y a beaucoup de BTC en collatéral. Mon côté Bitcoin maximaliste, il me dit que moi, ça va, c'est ok, ça fait pas si peur d'avoir du BTC en collatéral. Et néanmoins, on a un ratio de backing qui est à 116%. Alors c'est au-dessus de 100%, vous allez me dire c'est bon, hop, il y a le collatéral, si on vend tout, on peut rembourser techniquement tous les USDF. Oui, sur le papier, néanmoins 116%, même s'il y a pas mal de BTC, c'est très dégène comme pourcentage. Sur ce genre de protocole, en général on va plus chercher du 150-200%, et ça... c'est même quand on va avoir que du Bitcoin et de l'Ether en collatéral. Et allez, je vais rajouter Solana éventuellement, et même de l'Ether staké. Donc ce genre de collatéraux. Là, même si c'est pas une grosse partie, on peut avoir du Celo, du Ton, des memecoins, des tokens sur l'écosystème Tron. On a de tout hein, dans le collatéral. 116% c'est léger. Bon, il y a beaucoup de Bitcoin encore une fois, mais ouais, 116%, je trouve que c'est très 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 léger même. Je dirais pas qu'il y a un risque systémique sur le protocole, mais j'espère qu'ils gèrent bien leur liquidation. On a Upshift, et je vais même en passer deux pour le prix d'un, puisque j'ai vu qu'il y avait deux volts différents d'Upshift. On a le UpUSDC et le Core USDC un peu plus bas. Donc le UpUSDC, 4% d'intérêt sur 30 jours, et ils vont chercher du rendement où? Donc on a des USDC et du RLP sur le wallet. Ah, c'est con parce que le gros des liquidités en fait c'est des USDC qui vont pas chercher de rendement, j'ai l'impression. Ensuite on a des UTY sur le protocole XSY, c'est sur Avalanche, j'en avais fait une DeFi review aussi. C'est pas si horrible comme protocole, mais c'est pas terrible. Il me semble qu'ils sont pas parfaitement transparents. Ah non, il me semble qu'ils sont bien transparents, mais c'est pour sortir du protocole que c'est pas évident. Je me rappelle plus exactement. Je sais qu'il y a un truc qui m'avait chagriné un petit peu sur le protocole, mais j'arrive plus à mettre la main dessus. Bon, on a des USDC sur Morpho, des liquidités sur Pendle, sur Upshift, donc sur leur propre protocole, ok, pourquoi pas, je l'aurais pas tenté celle-là. Là, on peut voir les allocations en détail en bas. Ce qui est dommage, c'est que le gros des liquidités, du coup, n'est pas déposé. Alors, c'est pas compté dans l'exposition du Vault, a priori, c'est pas compté dans les 14 millions. Et sinon, en termes de risque, bah, j'ai pas grand-chose à dire, c'est très commun avec ce qu'on a vu jusqu'ici, hein. C'est du Pendle, c'est du Morpho, rien de très risqué. Et l'autre Vault, le Core USDC, bah lui, il va utiliser uniquement Morpho et Upshift. Il a l'air de faire une boucle d'ailleurs sur Morpho, vu qu'il y a des USDC d'emprunter aussi. Il y a moins de TVL, moins de liquidités, par contre ils se cassent pas le cul, hein. Ils vont juste allouer les liquidités à un autre Vault. Ça franchement c'est pas très classe, hein. Et en plus ils restent sur le même protocole, ils vont même pas allouer ça à un autre protocole. Super, on peut avoir plein de points Upshift, mais depuis le temps qu'ils ont leur système à points, eux, j'en attends clairement rien. Je vois que j'ai mis une deuxième fois de côté Neutral Finance, bon, parce que je suis bête, hein, j'ai dû voir une deuxième fois voilà, le NUSD, j'ai pas fait attention, j'ai laissé deux fois le même onglet ouvert.
Enchaînons avec Machina. Machina, quand je vais sur le site, ça me montre 3 produits. Un avec de l'USD, un avec de l'ETH, un avec du BTC, avec des rendements qui sont pas foufou non plus, mais qui sont détaillés d'une manière bien précise. On a un rendement de base plus des points qui sont exprimés en APY. Cette interface me rappelle Stream Finance. J'ai très peur. Ça me rappelle vraiment Stream Finance. Le site est encore accessible en plus. On peut aller sur Stream Finance. C'est exactement la même chose. Là, je suis sur l'accueil de Stream. Et vous voyez, on a juste un produit en plus. On a le X euros. Mais c'est la même chose. On a un rendement qui est détaillé de 2 manières différentes. On a le rendement natif plus les points du protocole. Autant vous dire que pour Stream Finance, on peut toujours attendre l'airdrop. Et on a cette fameuse aussi supply cap. On a une limite de tokens qui peuvent être déposés. Oula, là je viens de faire une petite mini pause dans ma phrase parce que j'ai vu 13 000 Ethereum. Attendez, sur Machina, c'est aussi 13 000 Ethereum. C'est coïncidence, probablement une coïncidence. 200 Bitcoin aussi la limite. Me dites pas que c'est 200 Bitcoin sur Stream Finance. Non, ça va, c'est 700 Bitcoin. Ouf, on l'a échappé belle celle-là. Hein. Sacrée coïncidence quand même que c'est la même limite sur Ethereum. L'interface est très similaire. Ça pue. Oh, ça pue vraiment. Hein. J'ai pas été voir la documentation, mais j'imagine qu'on n'a aucune information sur la team ou quoi que ce soit. Système à points, machin truc, FAQ, documentation. J'aime pas ça. Bon, je suis en train de regarder un petit peu en détail, j'ai pas l'impression que ce soit un copier-coller, pas du tout. J'ai plus l'impression que Stream Finance, il n'y a aucun effort dans la documentation, ce qui déjà affichait un gros risque sur le protocole à l'époque. Et Machina, c'est plus détaillé, il y a plein d'informations, mais ouais, je sais pas. Ça sent quand même la documentation où ils essayent de blinder le plus d'informations pour donner l'impression que regardez, c'est technique et tout, on sait ce qu'on fait, mais derrière... le site ressemble quand même beaucoup trop, je trouve, à Stream Finance et ça, mais j'y touche même pas, même avec des gants Mappa, même avec une combinaison d'apiculteurs, jamais je toucherai à ce truc. Ça me fait peur, premier degré, j'ai peur, je vais en faire des cauchemars la nuit. Ensuite, Cap, je vais pas m'attarder sur Cap, j'en ai fait une DeFi review, c'est ce qu'on peut avoir de mieux en ce moment hein, sur ce genre de protocole, quitte à laisser un protocole farmer à notre place et récupérer potentiellement des points par-dessus. Cap, c'est très bien. Au niveau du dashboard, 93% du rendement quasiment provient de AAV. Donc utiliser Cap, c'est presque comme utiliser AAV et on a le choix. Soit on vient récupérer des points, soit on vient récupérer du rendement, et comme tout le monde ne va pas staker ces tokens, et ben on a un rendement qui est doublé par rapport à AAV. Donc on prend quasiment 100% de risque sur AAV, et on a un rendement 2 fois plus élevé que sur AAV. Ah, alors certes, on a quand même le risque supplémentaire, on vient ajouter le code de Cap par-dessus, ils sont audités, ils font beaucoup d'audits d'ailleurs, ils mettent un gros budget sur la sécurité, ça garantit pas hein, qu'il y a 0 chance qu'il y ait un problème sur le protocole, hein, je préfère le dire tout de suite, mais c'est un des protocoles que je préfère en ce moment, et je suis même exposé au Yield Token sur le STCUSD. Donc là, pour le coup, je suis skill in the game, comme on dit. Alors l'avantage du yield token, c'est que je sais qu'il va aller à 0. Donc je m'attends à perdre littéralement de l'argent sur ça, en espérant que l'airdrop donne quelque chose. C'est un peu contradictoire d'ailleurs, parce que je vous ai déjà dit dans cette vidéo que les airdrops, etc., farmer sur ce genre de protocole, c'est... le gros de la hype est passé, alors il y a encore les investisseurs à rembourser sur certains projets, il y aura peut-être 2-3 perles dans le lot. Disons que Cap, c'est un pari que j'ai pris, j'ai mis un petit billet dessus, c'est pour ça que j'ai farmé le yield token. Hein. L'avantage du yield token, c'est que ça permet de prendre un pari. On va pas s'exposer avec beaucoup de liquidités, mais on va farmer beaucoup de points en revanche. Donc seul l'avenir me dira si ça valait la peine de farmer ce yield token, mais voilà, j'ai voulu prendre un pari dessus, j'ai pas misé une partie significative de mon portefeuille. Voilà, rassurez-vous pour moi, ça peut aller à 0 et ça va aller à 0 le yield token, je m'y attends particulièrement. Mais sinon, pour farmer tout bêtement du rendement, bah, c'est pas dégueu, alors c'est pas un gros rendement, on est sur du 6% actuellement, mais c'est le double de ce qu'on a sur AAV, sans prendre des risques abusés, démentiels par rapport à AAV. On a le Yo USD de Yo Protocol, enfin c'est Yo tout court, mais j'aime bien dire Yo Protocol, Yo c'est pas assez, il faut rajouter un mot derrière. Alors, 7% d'intérêt annualisé, c'est pas dégueu, hein. Actuellement, en tout cas, c'est pas dégueu. Où est-ce qu'ils vont chercher du rendement? C'est bien ce que je pensais, ils ont pas changé sur ce point-là.
Il y a une bonne partie du portefeuille quand même, à 22%, qui est alloué sur le protocole Auto Finance. Et Auto Finance, ils font comme Yo, ils font comme tous les protocoles qu'on a vus jusqu'ici, ils vont réinvestir les liquidités sur différents protocoles. C'est un vault en fait. Ils vont allouer des liquidités par-ci par-là. Et le fait que Yo aille allouer une partie de ses liquidités à un protocole qui va lui aussi allouer ses liquidités, et en plus, je suis sûr que dans le lot, il y a au moins 1 ou 2 protocoles que Auto Finance et Yo vont farmer ensemble, ils farment le même protocole, donc ça fait doublon en plus. Bah, si avec le doublon, au total, il y a 20% d'exposition à AAV, c'est pas dramatique non plus hein, pour un produit comme ça, mais ouais, c'est pas classe d'aller utiliser la prestation d'un protocole similaire, je trouve. J'aime pas retrouver ça dans le collatéral sur ce genre de protocole. C'est 22% quand même, hein. C'est assez significatif. Et c'est pas tout, il y a aussi 1% d'exposition à un autre de leur vault. Bon, allez, grosso merdo, on va arrondir, ils ont 25% d'exposition à Auto Finance, mais je peux pas dire que c'est dramatique, et Auto Finance, il n'y a pas d'intégration sur Pendle, mais pour donner mon avis brièvement dessus, et ce qui est bien fait quand même sur Yo, c'est que si je clique sur le vault de Auto Finance, ça m'emmène sur le site, et je peux aller voir ce qu'ils vont faire avec le collatéral. On va être sur du classique, je pense que j'ai même pas besoin de vous le dire. Mais je vous le dis quand même, allez, du lending, on a quand même du balancer, ça j'aime moins balancer, surtout depuis qu'ils se sont fait encore hacker, mais mis à part ça, c'est pas ultra dramatique le collatéral de Auto Finance, donc ça va, ça peut s'utiliser, mais pas par un protocole qui a la même promesse qu'Auto Finance, je trouve. YoUSD, je suis un peu partagé. Par contre, récemment, ils ont levé 10 millions de dollars ou 5 millions, je sais plus, je crois que c'est 10 millions. Bien joué à eux, peut-être que l'airdrop va donner quelque chose. Ensuite, on a Superform. Superform, ça fait partie des projets qui sont lancés depuis très longtemps, ils ont un système à points aussi depuis un petit moment. Alors, on peut s'enregistrer pour l'airdrop, a priori, ça arrive bientôt. Mais ouais, c'est très très long, très grosse attente, je suis pas sûr que ça va donner grand chose. Ils ont un vault encore avec un système à points, ils vont chercher du rendement sur différents protocoles de lending et du Pendle, et là a priori ils distribuent 8% d'intérêt annualisé, et ils arrivent à générer ça avec du morpho. Bah là va falloir qu'ils m'expliquent comment ils sont à 8%, alors que dans leur collatéral ils ont une stratégie qui tourne à 6%, et une autre qui tourne à 5%. Impossible d'aller chercher 8 avec ça, vous foutez pas de ma gueule en fait. Surtout qu'ils ont même quelques liquidités qui ne farment pas sur leur portefeuille, 10% à peu près du portefeuille. Non mais là c'est du foutage de gueule. J'imagine qu'ils expriment leurs points à la con, leurs points Superform, comme du rendement, et qu'avec ces points ça donnerait l'équivalent de 8% APY, mais ça c'est des fausses promesses, ça dégage. En dessous ce qui est bien quand même, c'est qu'on a le graphique avec le rendement, et là on voit que c'est bien 5,16%. Je me demande s'ils n'ont pas juste fait une moyenne de ce qu'ils ont, ou si c'est vraiment 5%, si je fais le calcul, est-ce que je tombe vraiment sur 5,16%? Ouais, c'est possible. Ça, c'est un peu mieux. Il y a le graphique avec le vrai rendement, mais ici, le 8%, c'est faux. Les points, ils valent rien pour l'instant. Ensuite, on a Term Finance, on peut venir déposer des USDT 0 dessus et ensuite redéposer ces USDT 0 sur Pendle. Bon, là forcément on vient empiler un petit peu les risques. Néanmoins, qu'est-ce qu'ils vont en faire Term Finance? Qu'est-ce que c'est comme protocole? Ça me parle de nom, mais je découvre un petit peu en même temps que vous. A priori, ils vont allouer leur liquidité à 3 entités différentes. Je retrouve du Shorewoods, Tulipa Capital et Mev Capital. J'imagine que c'est déposé sur Morpho, ou sur Euler, enfin ce genre de protocole. Les rendements actuels, on est autour de 4% et c'est boosté un peu en token plasma, mais pas tant que ça. Le boost en token plasma est relativement faible. Encore une fois, on peut pas faire plus classique. C'est un vault qui va utiliser plusieurs protocoles de lending, en tout cas il va allouer des liquidités chez plusieurs entités qui font du lending. Bah, c'est pas déconnant, et du côté de Pendle, ça donne quoi? On peut avoir 8% fixe sur ça. Alors, il reste que 17 jours au moment où j'enregistre ma vidéo, mais bon, en termes de risque, ça a l'air ok pour s'exposer à un principal token. 8%, c'est pas foufou non plus. Mais bon, j'ai pas grand chose à dire sur le sujet, je me rends compte que c'est toujours pareil. Ça a beau être un autre nom, c'est toujours la même chose, ça devient fatigant. THBill de chez Théo, c'est du bon du trésor tokenisé. Pas besoin de m'attarder plus dessus, il y a un système à points il me semble. Asymmetry Finance, je crois que c'est un fork de Liquity, enfin quelque chose de nouveau, enfin et encore. J'ai passé des Falcon Finance, c'était à peu près la même chose, sauf que c'était pas un fork de Liquity. Donc on peut mettre en collatéral certains tokens,
emprunter, minter des USD AF, et on a même possibilité de staker ce dernier. Il n'y a même pas 1 million de TVL, hein. Côté staking c'est très faible, on est sur un tout petit protocole, 2,5 millions de collatéral, 2 millions de dollars de tokens empruntés, et le rendement provient des stability pools. Donc c'est là qu'il y a les liquidations, hein. Si jamais il y en a qui sont un peu trop gourmands sur leurs emprunts et finissent par se faire liquider, ça paye justement ceux qui vont staker leurs USD AF. C'est du liquidity, donc ça tourne bien derrière, j'ai envie de vous dire. On a un système à points, a priori on a un token à farmer ou le token existe déjà? J'ai l'impression que le token existe déjà. Bon, bah c'est pas si intéressant que ça à farmer du coup. Infinify, il me semble qu'ils vont allouer leur liquidité à différents protocoles, différents LP, différents trucs sur Pendle. Je suis pas sûr à 100%, mais on va vérifier ça en détail. Ok, sur leur dashboard, il n'y a pas que du Pendle, mais on retrouve en premier du Pendle. Il y a aussi le STC-USD de Cap, de l'USDC sur AAV, du WSR-USD de chez Réservoir. En fait, là, on fait écho avec quasiment tout ce qu'on a vu jusqu'ici. Il y a aussi le FX Save. On va en parler bientôt, mais c'est on ne peut plus classique chez Infinify. J'aime bien quand même ce que je retrouve dans le collatéral. On n'a pas de boucle a priori ultra risquée du côté de Morpho. Ça reste relativement classique. Je sais que sur Infinify, ils ont un système un peu particulier où on peut venir bloquer ses liquidités pour avoir un peu plus de rendement. En fait, c'est juste que si on bloque pas nos liquidités, il faut plutôt le voir à l'envers, hein. Si on bloque pas nos liquidités, on va perdre une partie du rendement qu'on est censé récupérer, et en venant bloquer ces liquidités, on vient récupérer une partie de ce rendement. C'est pas horrible comme mécanisme, je suis pas trop fan, mais c'est pas horrible non plus. Il y a un système à points autour de tout ça, ils ont à peu près 200 millions de TVL, mais la TVL m'a l'air de plafonner en ce moment, je crois pas qu'il y ait... Voilà, sous la main, j'ai pas de graphique avec la TVL, ça pourrait se trouver sur DeFi Lama, mais... on va faire à l'instinct. Je pense que la TVL est en train de plafonner en ce moment, qu'elle n'a pas beaucoup évolué ces dernières semaines. Pas grand chose à dire sur Infinify, ça m'a l'air ok à farmer. Liminal, Liminal, ils ont complètement refait leurs produits depuis qu'il y a eu le crash du 10 octobre. Parce que ça a pas mal impacté leur stratégie. Il n'y a pas eu de perte sur le protocole, il me semble, mais ça a coupé plein de positions d'un coup qui étaient en delta neutre, forcément, avec les liquidations. Et là, maintenant, ils ont différents produits. Ils ont le X-Hype, le XBTC, le XETH. De mémoire, c'est des produits qui sont ou vont devenir cross-chain, qu'on pourra bridger et aller mettre en collatéral, par exemple, sur Base, sur Arbitrum, pour aller faire des boucles ou que sais-je. Le principe de ces produits, c'est que c'est du delta neutre sur Hyperliquid. Donc, sur le X-Hype, on va avoir une exposition au hype. Vu que ça génère des points kinétiques, je suppose même que les hypes sont stakés, donc ils vont générer du rendement, et on short à côté le hype en même temps sur Hyperliquid pour venir récupérer les funding fees. Le problème des stratégies delta neutre, c'est que ça peut parfois avoir un rendement négatif. Les funding fees sont pas à 100% du temps avantageuses. Il y a quand même un biais, hein. Avec Bitcoin typiquement, les funding fees, vous faites une moyenne sur une année, même sur 2-3 ans. Le passé ne va pas forcément se reproduire tel quel, hein. Si je regarde les 3 dernières années, les 3 prochaines vont pas se passer pareil, mais ça donne quand même une idée, la tendance dans laquelle on évolue, et il y a un biais haussier sur le marché crypto, les fundings sont rarement négatives sur BTC. C'est souvent positif, donc ça veut dire qu'on va être payé à shorter BTC. J'ai pas énormément d'avis sur Liminal, c'est du delta neutre automatisé, il y a plein de protocoles maintenant qui font ça. Alors parfois ça va être comme Liminal, ça va être très clair, on va être sur une stratégie bien particulière, parfois ça va être sous forme de vault où il n'y aura pas forcément que du delta neutre derrière. Je vois que sous la main, je vais le passer là, je vais en profiter pour le passer, j'ai Ethena. Ethena, ils vont pas faire que du delta neutre dans leur collatéral, mais c'est une de leurs grosses stratégies. Même si, grosse stratégie, pas vraiment. Il y a un truc que je trouve assez effarant chez Ethena, c'est que le gros de leur liquidité ne travaille pas. Il y a 62% du collatéral qui ne travaille pas. Alors je sais, ils ont plusieurs milliards sous gestion. En ce moment, faire du delta neutre avec 7 milliards de TVL, c'est pas forcément facile. Donc ok, il y a une partie qui est pas allouée à des activités on-chain ou off-chain, mais quand même, là on parle de 62% des liquidités, c'est pas rien. Et ça, je suis à peu près sûr que pas grand monde le savait en cliquant sur cette vidéo. Ethena, quasiment 2 tiers des liquidités ne sont pas stakées, ne travaillent pas, c'est juste des stablecoins liquides qu'ils détiennent. Voilà.
Bon, sinon, à part ça, niveau backing, ils sont bons. Il y a plein de gens au début d'année, au début 2025, qui disaient qu'Etena allait s'écrouler cette année. Alors, en termes de TVL, ça s'est bien effondré. C'est revenu en fait au niveau de début d'année. En revanche, il a bien tenu son peg hein, sur l'année. Il n'y a pas eu de soucis. Si je regarde sur un an, il est resté très proche du dollar symbolique. En parlant de delta neutre, on a aussi le FX Save de chez FX Protocol, et d'après ce qui est écrit sur l'interface du protocole, ça utilise un Vault delta neutre, blablabla. J'ai jamais pris le temps de creuser FX Protocol, il me semble que c'est français aussi, ça m'a jamais plus inspiré que ça. Désolé pour ceux qui travaillent sur le protocole, mais j'ai jamais été inspiré plus que ça par FX. Et il y a une particularité quand même chez ce protocole qu'il faut noter, c'est qu'on peut trader avec de l'effet de levier sans se faire liquider. C'est un peu spécial comme mécanisme. Je l'ai jamais testé non plus, donc je sais pas à quel point ça marche, à quel point c'est bien, à quel point c'est révolutionnaire. Néanmoins, c'est la promesse du protocole. Voilà, c'est de pouvoir trader avec de l'effet de levier sans se faire liquider. Bon, alors si on se fait pas liquider, il y a forcément un désavantage quelque part, j'imagine, à tenir des positions. Probablement que la position diminue si on commence à aller dans le mauvais sens par rapport au marché. On doit bien avoir un équilibre quelque part. En tout cas, c'est le principe de FX Protocol de pouvoir faire des trades sans se faire liquider. Ensuite, on a aussi Maple Finance avec le Syrup USDC, le Syrup USDT. Eux, ils sont sur la narrative clairement Real World Assets et compagnie. Ça a l'air d'être très institutionnel comme produit. Comment ils vont chercher du rendement? Est-ce que je peux trouver l'information facilement sur le site? Ça, c'est le plus important. Si je peux trouver l'information facilement, c'est bien. Je vois qu'il y a un rendement de base qui est de 6%, et ils ont aussi des récompenses par-dessus, dans leur token je suppose, à hauteur de 1%. Ok. Ah, c'est assez bien fait sur Maple, on a une petite FAQ du côté des détails du site, et on peut voir comment ils vont générer du rendement. Alors ça a l'air d'être bien synthétisé. Donc ça utilise des prêts surcollatéralisés, pour les emprunteurs institutionnels, ça m'étonne pas. Ça permet d'avoir un yield constant et assez élevé, ces emprunts autour du Syrup USDC, Syrup USDT. Donc ça a l'air de venir uniquement de ceux qui empruntent. Ceux qui empruntent vont payer en fait ces liquidités. Le rendement a l'air de venir d'ici. Mais du coup, pourquoi ils payent plus cher qu'ailleurs? Pourquoi ils s'emmerdent à venir ici plutôt que sur AAV? J'imagine qu'en collatéral, ils peuvent mettre des choses qu'on peut pas forcément mettre sur AAV. Il y a pas mal de XRP, il y a aussi du BTC. Alors, c'est probablement du BTC mainnet. C'est probablement pas du BTC wrappé sur Ethereum. C'est peut-être ça la plus-value qu'a Maple. Ça permet d'emprunter des USDC ou des USDT, mais avec du Bitcoin sur mainnet. Et pour des institutionnels, ça peut être intéressant ça. Ça peut paraître léger comme risque hein, d'avoir du Bitcoin wrappé sur Ethereum, mais c'est quand même un risque que certains n'ont pas envie de prendre et ils préfèrent emprunter directement par-dessus du Bitcoin sur mainnet, quitte à payer plus cher. Donc la grosse plus-value de Maple, j'ai l'impression, c'est de permettre à des entités spécialisées d'emprunter par-dessus du Bitcoin. On est quand même loin, je trouve, du côté Real World Assets et compagnie. Je suis désolé, quand on creuse la plupart des projets Real World Assets en détail, le rapport avec les assets du monde réel, c'est assez loin. Au mieux, on va retrouver du bon du trésor. Là, on est carrément sur du Bitcoin. Bon. Je dis ça, je dis rien. Après, peut-être que c'est moi qui me trompe et que Maple, ils sont pas du tout sur cette promesse d'être un produit autour des Real World Assets. Ou peut-être que je loupe des trucs, je passe assez rapidement le projet. Néanmoins, en termes de collatéral, ça a pas l'air dégueu, et je l'ai pas noté, mais c'est important. Regardez le taux de collatéralisation, 140%. Je retourne sur Falcon vite fait, eux ils étaient à 116%, alors que c'est comparable, hein. Il y a 1,4 milliard de Bitcoin en collatéral, plus... On peut même rajouter ça du Bitcoin wrappé chez Merlin et chez Enzo. Et là, 1,4 milliard aussi de BTC. Sauf que le taux de collatéralisation est bien meilleur. Il y a 1,3 milliard d'empruntés, mais en preuve derrière, il y a 1,9 milliard de déposés. Ça, c'est pas mal. Ensuite, Aegis. Aegis, on va le passer assez vite parce que c'est que des stratégies sur des exchanges. Il me semble que c'est du delta neutre. 22% sur Bybit, 77% sur OKX. Et pas grand chose de plus à dire. Petite croissance quand même sur le protocole. Depuis que j'en ai fait une DeFi review, il y a de la croissance, c'est pas dégueu chez Aegis. Ils ont aussi lancé une plateforme de trading qui va utiliser le kit d'Orderly, et on peut mettre leur stablecoin en collatéral qui génère du rendement.
On est en fait sur un USDE qui fonctionne bien, j'ai envie de vous dire, dans le sens où toutes les liquidités sont allouées. Malgré ça, toutes les liquidités sont allouées, mais là, le rendement en moyenne sur 3 mois, il est de 4%, donc en dessous de Ethena, alors qu'Ethena, il n'y a qu'un tiers des liquidités qui sont allouées. Ah, peut-être que Aegis, ils ont pas des stratégies de fou furieux non plus. Allez, on se rapproche de la fin, c'est bientôt terminé. Plasma, ils ont le Plasma USD, c'est un vault qui est géré par Veda. Et bon, je pense que j'ai déjà résumé un petit peu tout, hein. C'est un vault, donc on va retrouver quoi derrière? Du protocole de lending. J'ai l'impression qu'ils vont même utiliser que AAV, peut-être que c'est qu'une impression. Est-ce que je peux avoir plus d'informations sur le vault? Non, j'ai pas l'impression. Bon bah on va faire avec, on va résumer à ça. Le Plasma USD, c'est des USDT déposés sur AAV globalement. Ensuite, on a Frax Finance avec le SFRX USD, et déjà, Frax, ils sont chiants, parce que récemment, ils ont renommé tous leurs tokens. Avant, leur stablecoin, ça s'appelait le Frax, et ils avaient un token de gouvernance qui s'appelait le FXS. Sauf que sur leur interface pro, ils ont deux interfaces, une interface légère plus user-friendly, donc adaptée aux gens lambda on-chain, et une interface pro où là on va retrouver vraiment tout ce qu'ils ont développé, tous leurs outils, etc. Et c'est encore les anciens noms. Là, le Frax, c'est pas le nom du token de gouvernance, c'est le nom du stablecoin. Et ce qui est encore plus con sur leur interface, c'est que juste au-dessus de Frax V3, donc qui parle de leur stablecoin, on a un bouton qui s'appelle acheter du FRX USD, donc le nouveau nom de leur stablecoin. Et si on monte un petit peu plus haut, on a la mention du VEFXS, donc leur token qui aujourd'hui s'appelle Frax et qui avant s'appelait Frax Shares. Enfin, c'est leur propre écosystème, ils sont pas foutus de mettre leur interface à jour avec les noms actuels, c'est un bordel. Frax Finance, je sais pas qui utilise ça, c'est purement un bordel, c'est une chambre mal rangée. Utiliser Frax Finance, c'est comme rentrer dans une pièce où il y a des Legos par terre absolument partout, c'est un enfer, on n'a pas envie d'aller là-bas. Alors ok, ils vont générer du rendement avec du bon du trésor. Me demandez pas comment j'ai l'information, je l'ai un peu déduite dans la documentation parce que c'est pas très clair, j'en suis même pas sûr à 100% à vrai dire, et c'est clairement un enfer. Et là sur leur interface ils me disent que le rendement il est de 1,25%, mais quand je vais sur l'interface, pas pro, l'interface légère, ça me parle de 4 ou 5%, je m'en rappelle plus, donc c'est même pas cohérent. Frax, c'est pas que j'aime pas, c'est que c'est juste le gros bordel. Je déteste Frax pour ça, mais d'un côté ça me fascine. Ça me fascine d'avoir un projet qui est aussi bordélique sur cet écosystème. Voilà, juste pour ça, Frax ça mérite le coup d'œil, mais juste le coup d'œil, hein, vaut mieux pas mettre son portefeuille dessus. Open Eden, ils ont un produit autour du bon du trésor américain, voilà. On s'en fout. En plus, il faut faire un KYC et compagnie pour y toucher. Hyperbit USDT. Ah, et oui, ils sont là. Ça fait longtemps que j'en entends plus parler. Je me rappelle que pendant un moment, tout le monde, là, sur le crypto Twitter, tous les francophones, ils disaient vous savez pas quoi farmer en ce moment? Moi, j'ai des USDT sur le vault d'Hyperbit. Ça a jamais été foufou, il y a un seul moment où c'était bien le vault d'Hyperbit, c'était le 10 octobre, quand il y a eu les liquidations, parce qu'il a imprimé plus 5 ou plus 10% d'un coup, mais c'est tout, le reste du temps c'était relativement pas terrible le vault de Hyperbit. Et en plus, quand on va voir leur collatéral, c'est pareil, c'est un peu bordélique. On a du TH-Bill, donc le bon du trésor sur le protocole Théo, je l'ai passé assez brièvement plus tôt dans la vidéo. On a des liquidités sur Hyperliquid, donc j'imagine qu'il y a du delta neutre, c'est même pas bien détaillé, donc je peux que supposer qu'ils font du delta neutre. On a des USDC, voilà, avec Merkle en dessous, donc j'imagine qu'ils sont déposés quelque part, peut-être sur Monad, que sais-je, qu'ils vont générer du rendement quelque part. On a des USDT 0 sur Hyperbit, donc ils vont allouer des liquidités sur un autre vault chez eux. C'est débile de voir ça. On a du HLP, donc c'est le vault sur Hyperliquid. Le problème du HLP, c'est qu'il peut avoir un rendement négatif, il peut y avoir des pertes dessus. On a des tokens hype, voilà. Me demandez pas pourquoi, il y a 1 million en token hype. Bref, c'est un peu bordélique la manière dont c'est répertorié sur Hyperbit. Et avant, sur leur site, on pouvait retrouver toutes ces informations. Maintenant, c'est plus du tout accessible, il faut passer sur le site d'Accountable. Et c'est pas la première fois que je montre Accountable dans cette vidéo, je l'avais montré pour d'autres protocoles, mais je sais pas pourquoi sur Hyperbit, c'est bordélique, les informations sont pas claires du tout. Voilà, aucun effort de la part de Hyperbit,
et vu qu'ils se sont fait défoncer aussi en termes de TVL, à mon avis, vaut mieux pas s'attendre à grand chose de l'airdrop de ce protocole. Allez, on en a encore 2, et on termine avec 2 pépites. Alors celui-là, je vais même le garder pour la fin parce que c'est le plus marrant. Donc l'avant-dernier, c'est River. River, c'est un protocole sur la Binance Smart Chain, et c'est un fork de Liquity. Donc on peut mettre en collatéral du Bitcoin staké, de l'Ether staké, n'importe quoi, emprunter du SAT USD. Là, en taux de collatéralisation, on est plutôt pas mal. Si je vais sur la vue d'ensemble du protocole, est-ce que je peux retrouver le pourcentage de... mince, j'ai oublié comment ça s'appelle. Le ratio. Bon, on s'en fout, je vais pas le retrouver le ratio, mais on peut le calculer. Il y a 159 millions de stablecoins en circulation, 312 millions de TVL. Donc grosso merdo, il y a à peu près le taux de collatéralisation est autour de 200%. Il y a 2 dollars en collatéral pour 1 dollar émis, c'est pas mal. La TVL n'a quasiment pas, enfin, l'argent emprunté plutôt n'a quasiment pas bougé depuis l'airdrop. Ça se passe essentiellement sur la Binance Smart Chain. C'est la mafia Binance. Honnêtement, faut pas s'attendre à grand chose de ce genre de projet. Faut même éviter d'y toucher, je dirais. L'airdrop est déjà passé, qui plus est, donc maintenant on s'en fout. Et le dernier, alors lui on peut pas faire pire, c'est Avalon Labs. Avalon Labs, je vais être obligé de vous dire ce que c'est de mémoire, pour la simple et bonne raison que je ne peux pas accéder à l'application, je n'y arrive pas, c'est pas possible, ça me dit que je n'y ai pas accès. Donc Avalon Labs de mémoire, c'est un AAV, mais sans l'intérêt. AAV, l'intérêt c'est on peut déposer du collatéral, on peut faire des emprunts, etc. Il y a des gens qui vont emprunter nos liquidités pour qu'on ait du rendement. Sur Avalon Labs, on peut déposer des liquidités, c'est un fork d'AAV d'ailleurs, hein. On peut déposer des liquidités pour avoir des points. Bon, ça on peut aussi le faire sur AAV en ce moment sur la blockchain Inc. Sauf qu'il y a aucune utilisation sur le marché, il n'y a personne qui vient emprunter, il y a peut-être éventuellement des boucles sur leur propre stablecoin, mais ça va pas plus loin que ça. Et comble du comble, c'était déployé sur je sais pas combien de blockchains, et il y a même certaines blockchains sur lesquelles on pouvait déposer qu'une seule crypto. Imaginez sur AAV on peut déposer que des USDC. À quoi bon? Ça sert à rien, ça n'a aucun intérêt de pouvoir déposer un seul token. Donc voilà, Avalon Labs, c'était un AAV, mais avec que des points. C'était de la merde. Et c'est toujours de la merde, et c'est même encore pire aujourd'hui, puisque je peux même pas accéder au truc. Donc ça, du côté de Pendle, déjà c'est très bas, le rendement est très faible. Il faut que je rajoute un truc. J'ai dit plus tôt dans cette vidéo, au tout début, je crois, que les projets qui étaient les plus hauts, c'était généralement les projets les plus dégènes. Mais on peut aussi retrouver dans le bas du classement l'USDA. L'USDA, il donne 4,69% sur le principal token, c'est pas terrible. On est sur... Il y a littéralement AAV qui est au-dessus de ça. On a le AUSDT0, donc des USDT déposés sur AAV, sur la blockchain Plasma. Le principal token est à 5%. Donc... ça veut dire quoi? Est-ce que Avalon c'est moins risqué qu'AAV? Bien sûr que non, c'est juste que Avalon, tout le monde s'en fout terriblement. La preuve, hein, déjà, il n'y a pas beaucoup de TVL sur Pendle, on parle de 71 000 $, et surtout, le principal token n'est même pas intéressant. Il n'y a personne quasiment qui va aller spéculer sur Yield Token et qui va pouvoir donner une valeur à ce principal token. Parce qu'il y a un équilibre en fait entre le Yield Token et le principal token. Si personne vient s'exposer au Yield Token, le principal token donne un rendement ridicule. Et c'est ce qui se passe pour le SUSDA et aussi pour le SAT USD+, de chez River. Celui qu'on a vu en avant-dernier. Voilà, c'est les deux plus catastrophiques stablecoins que j'ai passé dans cette vidéo, et pourtant, c'est pas des trucs qui ont des pegs ou quoi que ce soit. Le SAT-USD, le taux de collatéralisation est même bon, on est à 2 fois ce qu'il y a en circulation, c'est juste que le protocole en soi, on sait pas par qui c'est utilisé, c'est pas utilisé par grand monde, en fait c'est des protocoles qui servent à rien, ils sont juste là pour être là, il n'y a pas d'autre mot, c'est des protocoles qui sont apparus, il y a des VC qui les ont farmés, ils ont eu des points, ils ont eu des airdrops, c'est très bien, ils ont probablement aussi des tokens vestés sur je sais pas combien de mois, je sais pas combien d'années, mais ça, dans quelques mois, allez, je vais même être large, dans 2 ans, c'est mort, ça n'existe plus ces projets, on n'en entend plus parler. C'est un miracle d'ailleurs que ce soit listé encore sur Pendle, qu'il y a encore possibilité de spéculer sur ça sur Pendle, ouais, c'est miraculeux même. Enfin voilà, c'est ridicule de chez ridicule, et j'ai terminé mon marathon, je suis à 1h46 d'enregistrement, la vidéo fera à peu près 1h30. Je sais pas si c'était hyper intéressant à faire en plus, c'est ça le pire hein, dans ma conclusion, c'est que je me suis juste rendu compte que plein de projets qui sont listés sur Pendle, ils font tous la même chose, tous la même tambouille, ils vont tous utiliser les mêmes protocoles, et ça me fait juste me questionner sur l'écosystème au global.
est-ce qu'on a un intérêt comme ça à avoir 10, 15, 20 entités qui vont utiliser les mêmes protocoles, Morpho et compagnie, et pour en faire quoi au final? Je sais pas. Plus je passe de temps sur cet écosystème, et plus mal, c'est triste à dire, c'est malheureux, mais plus je me rends compte que y a rien, y a pas grand chose. Il y a vraiment pas grand chose sur cet écosystème. Alors oui, il y aura des choses qui vont être tokenisées, blablabla, c'est le futur de la tokenisation, merci BlackRock et compagnie, mais les gens lambda, ils s'en battent un peu les steaks d'avoir des bons du trésor, et puis c'est déjà accessible ce genre de produit, donc à quoi bon? Il y a aussi le mood du marché, en ce moment on est clairement dans un bear market, je pense que cette vidéo c'est le bear market incarné, c'est le constat du bear market. Il n'y a rien à faire. Probablement que dans quelques mois, dans 1 an, allez, peut-être 2 ans, soyons fous, j'espère que ça ne durera pas aussi longtemps non plus, même si j'aime bien le côté bearish, mais 2 ans, ça va être un peu long. Mais voilà, probablement qu'il y aura de nouvelles hypes, que ça va revenir. Néanmoins, pour être sur cet écosystème depuis 5 ans déjà, je me rends compte que chaque année, il y a de moins en moins de choses dégènent. Plus le temps passe et plus le marché crypto, je vais pas dire qu'il ressemble au marché traditionnel, mais il se dirige quand même vers ça. On avait des stratégies de débiles à faire en 2021, avec des risques qui étaient encore plus débiles que ces dernières années, évidemment. J'ai juste à citer Iron Finance, ça va parler à certains d'entre vous. Il y avait même des milliardaires, enfin un milliardaire en particulier qui me vient à l'esprit, qui allait farmer sur Iron Finance, donc... c'était pas... il y avait déjà des gros portefeuilles à l'époque. 2021, c'est juste que le projet était pas mature, on n'avait pas encore les curateurs et compagnie. Donc les curateurs, c'est des entités qui viennent apporter des liquidités ou faire le pont sur des protocoles qui permettent à des institutionnels d'aller sur les marchés en toute confiance avec des guillemets. Enfin, c'est utile maintenant dans l'écosystème. En 2021, on pouvait avoir des trucs qui partaient de zéro. Aujourd'hui, c'est impossible pour un projet de commencer de zéro, c'est vraiment impossible, c'est la perte assurée, t'es obligé d'avoir des connaissances, d'avoir des baleines, d'avoir des VC dans ton entourage qui vont déposer des liquidités chez toi pour te crédibiliser. Si tu commences avec zéro, c'est mort pour toi. Il y a toujours la petite exception, mais même Hyperliquid, ils sont pas partis de zéro. Enfin voilà, c'est l'état de ce marché. J'ai pris plus d'1 heure pour vous faire une conclusion que j'aurais pu faire en 30 secondes, certes, mais je m'étais donné le défi de faire ce marathon et de passer en revue tous les projets qui étaient listés sur Pendle, et je l'ai fait. De ce côté-là, je suis fier de moi. Désolé quand même de vous avoir pris du temps, parce que je me rends compte que j'ai dit en boucle la même chose tout le long, et là je vous prends encore du temps, donc on va s'arrêter. Maintenant, tout de suite. On se retrouve bientôt, j'espère. D'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde!